Fernand Fellenberg, jeune seigneur de la maison Fellenberg, la famille la plus prospère de l'armée et de l'Empire, était étudiant au département de magie de l'Académie impériale. Il venait d'une éducation de haut niveau solide. En plus de ça, le type était né riche. La vie lui a tout donné dès le début. Obsédé par l'argent, il dit à tout le monde que rien au monde n'a plus de valeur que l'argent liquide. Il passait ses journées à parler à des marchands, si on peut dire que parler est une façon de le dire. En fait, il passait son temps à engueuler les pauvres types qui n'atteignaient pas leurs objectifs, qu'il s'attendait toujours à voir doubler, au passage. Mais comme le dit le dicton, les problèmes arrivent de nulle part. Un jour, il parlait à un serviteur d'un certain marchand qui ne s'améliorait pas beaucoup, même si le type affirmait que ses ventes avaient beaucoup augmenté. Fernand était d'accord, mais ne pensait toujours pas que c'était suffisant. Et à ce moment-là, sorti de nulle part, le type se fait frapper par la foudre. Juste comme ça. Le choc était si intense que son expression s'est complètement tordue. Et à ce moment précis, une âme s'est approchée de lui. Il a demandé qui c'était pendant que l'âme souriait joyeusement, ravi d'avoir trouvé quelqu'un à posséder. Soudain, cette grande main a attrapé sa tête et a commencé à déverser des trucs incompréhensibles en lui. Fernand a instinctivement su qu'elle essayait de prendre le contrôle de son corps. Il a rassemblé un peu de mana pour lancer une attaque, et même si la chose est arrivée comme le tonnerre, étonnamment, il n'a pas été si difficile de la repousser. Pourtant, une partie avait été absorbée dans son corps. Et à ce moment, des souvenirs inconnus ont commencé à inonder son esprit. Fernand ouvrit les yeux en panique et quelqu'un demanda si le jeune seigneur allait bien. Il avait l'air complètement brûlé. Difficile de dire qu'il allait bien. Ensuite, d'étranges écrits ont commencé à apparaître devant lui. Des prophéties sur la fin d'un monde, l'arrivée de 72 démons, son expulsion de sa famille. En plus de ça, il finit mendiant et perd tout son argent. L'avenir du gamin était pire que tout ce qu'il avait imaginé. Perdre le monde entier, bien sûr, c'était mauvais. Mais faire faillite, c'était juste insupportable. À partir de ce jour, il a commencé à essayer de comprendre ce qui s'était passé, ce qu'était cette chose qui avait essayé de le posséder, et comment ses souvenirs ont fini à l'intérieur de lui. Malheureusement, il n'a jamais trouvé de vraie réponse. Mais une chose dont il était sûr, il y avait de très bonnes chances que ces prophéties se réalisent réellement. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a reçu ces souvenirs, il les utilise pour gagner des tonnes d'argent. Le problème, c'est qu'il n'en est pas content parce que cela signifie que les souvenirs sont probablement réels. Et si c'était le cas, alors un jour, il perdrait tout. Il lui offre une tasse de café, mais Fernand refuse. Il prend un petit journal, jette un coup d'œil, et le type le surveille. Puis il demande si le gamin s'est senti bizarre ces derniers temps, et Fernand dit non. Mais le type est certain que quelque chose ne va pas. Il a l'air sérieusement troublé depuis environ 6 mois maintenant. Sorti de nulle part, Fernand commence juste à baver comme s'il était perdu dans une pensée aléatoire. Et ces derniers temps, il a pris des décisions impulsives, ce qui ne lui ressemble pas du tout puisqu'il était le roi de la négociation. Le type est sûr que ça a quelque chose à voir avec cette frappe de foudre. Furnas reste silencieux, perdu dans ses pensées. Il ne veut pas l'admettre, mais tout ce qui s'est passé à l'époque le ronge encore parce qu'il sait très bien qu'il finira mendiant. C'est alors qu'il aperçoit un nom dans le journal, un Armion. Et juste comme ça, il se fâche. Le bâtard s'était réellement montré. Fernand s'éloigne en disant qu'il se dirige vers le sud. Le type reste juste là, confus, pensant que ce gamin n'est vraiment pas tout là ces derniers temps. L'Académie impériale se trouve sur une île isolée, massive et vaste, mais définitivement construite entièrement avec de la magie. Tout là-bas est artificiel, pas de doute. Pourtant, notre garçon est là aujourd'hui parce qu'il est enfin temps de découvrir si la prophétie est vraie. De tout ce qui était écrit dans cette prophétie, 3 parties lui ont le plus marqué. La partie où il perd tout son argent, la partie où il devient mendiant, et cette 3e partie, ouais, encore une fois, où il finit fauché. Ces 3 avenirs à eux seuls étaient déjà insupportables. Eh bien, en fait, il y a plus que ça. Il existe une version du futur où il devient mendiant, bien sûr, mais il y en a aussi une autre où 72 démons de la rivière Salomon envahissent le pays. Et puis il y a une 3e chose qui arrive, Entarmion, celui qui est destiné à sauver le monde de ces démons. Ce nom est connu dans tout l'Empire. Pourquoi? Parce qu'il est un descendant direct de l'empereur Calanus Armion. La maison Armion sont littéralement ceux qui ont fondé cet endroit entier. C'était il y a 1000 ans, cependant, et de nos jours, ils ont perdu tout le pouvoir qu'ils avaient autrefois. Pourtant, la prophétie déclare clairement que celui connu sous le nom d'Inté-Armion est le protagoniste de l'histoire. Après avoir réussi l'examen d'entrée de l'école, il vient dans cette région pour suivre une carte qui lui a été donnée par l'empereur. À partir de ce moment, il entre à l'académie et d'innombrables événements se déroulent, qui ont tous été écrits dans ce roman que Fernand a implanté dans son esprit. Ce qui signifie que si Fernand croise ce type ici, les prophéties doivent être réelles. Mais la raison pour laquelle il cherche de l'encre n'est pas seulement parce qu'il est le héros de la prophétie. Il est également lié directement à l'avenir misérable de Fernand. C'est lui qui remet la lettre disant que Fernand a été expulsé de l'école. Et le pire? Fernand n'a aucune idée de pourquoi ce bâtard était responsable de sa chute. Tout ce que le texte disait,
c'est qu'Inté Armiem voyait Fernand Fellenberg comme quelque chose. Ce n'était pas clair. Mais à cause de ça, il le trouvait répugnant. Avec des écrits vagues et tordus, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui a causé quoi. Mais en surface, il semblait que c'était quelque chose à propos de Fernand qui s'alliait avec des démons ou quelque chose dans ce genre. Il saute de son cours, regarde autour de lui et demande si c'est l'endroit. Il était censé y avoir un donjon laissé par le premier empereur de la famille arménienne. À l'intérieur, il y avait soi-disant une épée qui contenait l'esprit du chevalier royal Gardner. En supposant que le livre avait raison, cette épée est ce qu'Inté utiliserait pour commencer son combat contre les démons. S'il n'y avait pas la destinée de ce garçon de sauver le monde, Fernand l'aurait déjà tué, surtout que ce type est le responsable de l'avenir où Fernand finit dans la rue. Mais à ce moment-là, il sent quelque chose d'étrange, du sang. Il jette un coup d'œil sur le côté et voit une plante tachée de rouge vif. Tout comme l'histoire l'a dit, il a rencontré un crocard avant de trouver le donjon. Ces créatures sont les prédateurs supérieurs des marécages, et Fernand, qui venait de rejoindre l'académie, n'avait aucune chance. Et avec ça, ça devenait de plus en plus clair. La prophétie commençait à se réaliser. Juste au moment où Fernand décide de jeter un coup d'œil à l'intérieur du donjon, ce bâtard, Entarmion, apparaît soudainement juste devant lui. Fernand demande immédiatement ce qu'il fait là au lieu de passer l'examen d'entrée de l'académie comme il est censé le faire. Ent veut savoir comment Fernand sait même qui il est, et Fernand répond que tout le monde sait qui est le descendant de l'empereur. Mais le gamin blond n'a aucune idée de qui est Fernand. Fernand se présente, et il semble qu'il n'ait pas la meilleure réputation. Le gamin blond est surpris et demande s'il est ce fameux Fernand Fellenberg. L'expression de Fernand se relâche un peu, et il lui dit de montrer un peu de respect. Puis il demande s'il est blessé parce qu'il a combattu un croqueur. Un dit oui, il est couvert de sang. Juste là et alors, Fernand lui lance une potion de haute qualité et mentionne qu'elle vaut 10 fois plus qu'une potion ordinaire. Un est sur le point de dire qu'il n'a pas l'argent pour payer ça, mais Fernand lui dit de se détendre. Il n'a pas besoin d'argent. Ouais. Tiens, prends ça. Humiliation totale pour le pauvre type. Puis Fernand ajoute que le gamin a du sang impérial. Il est sûr que ça peut être vu comme un investissement. Le gamin blond le regarde un instant, pensant que Fernand n'est peut-être pas aussi fou que les rumeurs le disent. Il le remercie, mais Fernand réalise déjà que ce type commence à lui coûter de l'argent. Cette potion était horriblement chère. Alors il commence à le sermonner, lui expliquant à quel point cette potion est précieuse, et lui dit qu'il lui doit une faveur à vie. Puis il lui fait signe au revoir et un reste là, le remerciant toujours, disant qu'un jour il lui rendra l'appareil. Mais, bien sûr, Fernand se tient juste à l'écart, regardant avec douleur le bâtard avaler une potion qui lui a coûté des heures et des heures de travail. Peu de temps après qu'un entre dans le donjon, Fernand le suit. Il n'arrive pas à y croire, mais il y a vraiment un donjon dans un endroit aussi isolé. Ce qui le déconcerte, c'est le nombre de lampes magiques qui fonctionnent encore à l'intérieur. Quand il en prend une, il réalise que c'est une lampe spéciale qui absorbe le mana de l'environnement pour rester allumée éternellement. Ça vaut une fortune, ce truc. Et, bien sûr, comme N s'était fauché, il n'a même pas pris la peine de la prendre. Aurigna montre à quel point le gamin est naïf. Fernand se souvient de la prophétie selon laquelle ce garçon arrive dans cet endroit alors qu'il est gravement blessé. Il commence à siroter des potions faibles pour tenir le coup. Mais le problème est que le gamin se tient pratiquement les côtes avec une main. Ces potions faibles ne servent à rien. Malgré tout, l'idiot obstiné avance. Puis soudain, ses yeux brillent, une réaction instinctive. Sur un autel se trouve une épée d'apparence simple. D'apparence simple, s'il vous plaît. C'est une épée massive et brillante qui brille sous la lumière. Comment ça, simple? Un la serre fermement, et à cet instant, sa lumière remplit toute la grotte. Quentin ouvre les yeux, il n'est plus dans le donjon. Fernand voit ça se produire. Le gamin n'a pas quitté la pièce, et il n'est nulle part à l'intérieur. Il a juste disparu. Une pierre montre encore la marque où se trouvait l'épée. Et tout ça énerve encore plus Fernand parce que ça signifie que la prophétie continue de se dérouler, ce qui signifie aussi que d'un jour à l'autre, la lettre d'expulsion arrivera. Il sera dépouillé de son titre de chef de la maison Fellenberg. Il sera publiquement humilié. Son père lui dira de ne plus jamais montrer son visage. Jean, c'est quoi ce bordel? C'est en gros une façon gentille de dire, je vais te laisser crever, gamin. Fernand se gratte la tête. Il n'arrive pas à croire qu'il marche vraiment droit vers la pauvreté. Quel genre d'avenir maudit est-ce? Un Armin est le protagoniste, le héros qui va sauver tout le monde, et aussi celui qui va ruiner toute la vie de Fernand. Pourtant, il ne peut pas le nier. Le garçon est comme une action en hausse qui ne cesse de gagner en valeur. Le vrai problème est que leurs personnalités ne correspondent pas du tout. Fernand ne se soucie que de l'argent et du profit. Un Armin est tout au sujet de l'honneur et de la justice. Si Fernand laisse trop transparaître sa vraie personnalité, il pourrait perdre sa chance de nouer une quelconque relation avec le type. Il dit que c'est un problème difficile. Le majordome demande de quoi il parle. Fernand demande à Id ce qu'il en pense. Il y a une certaine opportunité d'investissement qui pourrait rapporter une tonne d'argent s'il se lance. Il dit qu'il investirait sans hésitation. Fernand est d'accord, mais demande ensuite,
Et si les personnes qui gèrent cet investissement ont une personnalité qui entre complètement en conflit avec la sienne? Il répond que ce n'est pas un problème. Le duc disait toujours que même les personnalités peuvent s'aligner quand il y a de l'argent en jeu. Ça fait marquer une pause à Fernand et il pense, ouais, il a raison. Pas besoin de compliquer les choses. Les principes étaient les mêmes. Investir, prendre le risque et faire fortune. Les personnalités conflictuelles pouvaient être négligées lorsque le profit potentiel était aussi élevé. Pourtant, il avait besoin de plus d'informations, et il avait besoin qu'elles viennent d'un. Alors, sur le champ, il dit qu'il s'en va. Le majordome essaie de lui rappeler qu'ils ont une réunion prévue avec quelqu'un plus tard, mais le garçon est déjà parti. À l'académie, votre dortoir dépend de votre rang. Si vous êtes dans le top 10, vous vivez comme des rois. Entre les rangs 11 et 30, vous avez toujours une chambre correcte. Mais si vous sortez du top 30, vous dormez en gros à côté de la poubelle. Bien sûr, ils ont essayé de rendre le tout sinistre, mais c'est quand même un immense château. Cette voix désespérée qui crie à quel point le dortoir est honteux, c'est l'esprit de Gardner. Celui de l'épée qu'un a ramassé. L'esprit est déjà en train de l'attaquer, disant qu'il est impossible qu'un descendant ait fini avec un talent aussi pathétique. Il continue de délirer, disant que c'est une honte totale. Si l'empereur était au courant, il briserait le cou de tous les démons en vue. Ça fait marquer une pause à un. Pourquoi parle-t-il de démons? L'esprit répond qu'il ne serait pas apparu si les démons n'étaient pas impliqués d'une manière ou d'une autre. Hunt murmure qu'il ne pourra rien faire. Il est bien trop faible, vient de commencer à l'académie, ce qui ne fait que rendre l'esprit encore plus furieux. Être ramené par quelqu'un d'aussi fragile, quelle honte. Hunt réplique en disant que c'est la faute du premier empereur. C'est lui qui a aboli le système de succession impériale et l'a remplacé par la configuration actuelle, où les 7 maisons nobles votent. La famille de notre gars, Armenian, est juste là, au sommet. Apparemment, l'empereur a aussi fait don de la plupart de ses terres à l'Empire. Attends une minute. Army and Descent. Ça veut dire que notre personnage principal est Fettenberg. Le gamin blond continue en disant qu'à cause de tout ça, ils ont même perdu leur technique d'épée. En gros, il résume un siècle passé pour l'esprit. Mais voyant à quel point les choses sont désordonnées maintenant, il essaie de remonter un peu le moral de l'esprit. Il a toujours du potentiel. Et en plus, l'esprit pourrait l'aider à restaurer l'honneur de la famille. Peut-être que le fait de se montrer maintenant fait partie du plan de l'empereur. Puis quelqu'un frappe à la porte en appelant un Armien. Rien qu'à la voix, on devine déjà qui c'est. Vraiment? Ouais. C'est lui. Ce crétin arrogant est déjà là en costume, souriant comme toujours. Il demande si un est occupé. Un répond que pas vraiment. Rien d'urgent. Fernand dit que c'est donc le bon moment. Il devrait aller dans un endroit un peu plus calme. C'est bien trop chaotique là-dedans. Un lui dit d'attendre une seconde. Il vient de se réveiller. Mais Fernand le coupe en lui rappelant qu'il lui a donné la potion et lui dit de se dépêcher. Évidemment, un essaie de cacher l'esprit qui flotte juste derrière lui, mais il est probable que lui seul puisse le voir. Maintenant, l'esprit veut savoir qui est ce type à la porte. Un explique que c'est un garçon de la famille Fellenberg. L'esprit de Yuna, qui vient d'être ravivé, sait exactement qui ils sont, immensément riches, et rien d'autre. Il avertit un de ne pas s'impliquer avec des gens comme ça. Tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Ils ne sont pas forts. Ils n'en valent pas la peine. Un suppose que Fernand est là pour récupérer le paiement de la potion. Mais au lieu de cela, la première chose que Fernand mentionne, c'est l'épée. Ah, oui. Il l'a apportée avec lui pour leur petite conversation. Un explique qu'il se sent juste plus en sécurité en la portant ces derniers temps. Mais Fernand sait déjà que cette épée contient l'esprit de Gardner. Un demande pourquoi Fernand veut le rencontrer. Fernand dit que ce n'est rien de grave. Il l'a juste invité à manger un morceau. Mais un hésite. L'endroit a l'air bien trop cher. Fernand répond qu'on ne peut pas refuser l'invitation d'un aîné, et un accepte d'y aller. Alors les deux sont assis là, observant les lieux tandis que Fernand observe tranquillement. Le gamin semblait gentil et décontracté, mais Fernand savait qu'il essayait de cacher quelque chose. Il demande ce que le garçon compte faire après avoir obtenu son diplôme de l'académie. Habituellement, les gens viennent dans un endroit comme celui-ci pour étendre leur influence. C'est étrange pour quelqu'un de l'armée et de la famille d'être ici, étant donné qu'il refuse toujours de s'impliquer dans ce genre de choses. Un dit qu'il est là parce qu'il en a marre d'entendre les gens dire que sa famille est finie. L'armée a toujours du sang royal, même si ce n'est que de nom. Et pour cette raison, il veut devenir un véritable chevalier et restaurer l'honneur de la famille. Fernand étudie un peu plus sa personnalité. Il peut déjà dire que le garçon a un fort sens de la détermination, de l'ambition, et beaucoup de fierté dans sa lignée. Il continue à discuter de tout et de rien jusqu'à ce que la scène change. Finalement, Fernand a l'impression de commencer à comprendre le genre de personne qu'est réellement Ontarmine. Son plan initial était de le parrainer un peu et de lui acheter des choses pour investir en lui. Mais à en juger par la personnalité du garçon, Fernand sait que cela ressemblerait à une attaque contre sa fierté. Ce type d'investissement nécessite une approche de va-et-vient, un peu comme une relation. Vous donnez un peu et puis rien, puis vous donnez un peu plus et rien encore. Il sait qu'avec quelqu'un de doux, la seule façon de gagner la confiance est de gagner progressivement sa loyauté. Et seulement alors,
lorsque le moment sera parfait, ils le ramèneront à eux. À ce moment-là, le majordome apparaît et demande où il était. Fernand demande s'ils ont déjà parlé au Birchiv, et le majordome répond, oui, la fille Birchiv à qui il doit parler de toute cette affaire avec les marchands attend depuis un bon moment en fait. Fernand l'avait complètement oublié. Le majordome dit que s'il avait su qu'elle prendrait autant de temps, il lui aurait dit de revenir une autre fois, mais elle a décidé d'attendre, et cela fait 3 heures maintenant. Elle pense probablement que Fernand a délibérément fait traîner les choses et l'a incité à abandonner. Ce à quoi Fernand répond qu'honnêtement, cela facilite les choses. Si elle est découragée, il sera encore plus facile de l'écraser. Ouais. Doucement, gamin. Il rit et dit que de toute façon, il a toujours besoin que les choses se passent bien avec les berchefs. Puis soudain, il ressent quelque chose d'étrange. Le majordome demande ce qui ne va pas. Se tenant la tête, un peu déséquilibré, Fernand dit que ce n'est rien, juste un étrange mal de tête. Mais, bien sûr, quelque chose de nouveau apparaît. Quelque chose à propos d'une Egmarine et d'un noble encore en vie, quelque chose comme ça. En fait, il s'agit d'une fille aux cheveux châtains et aux yeux ressemblant à l'Égumarine. Mais derrière toute sa beauté, la meilleure façon de la décrire était sa présence noble et son escrime inégalé. Son épée dansait au clair de lune, et on dit que si ses chaînes étaient un jour brisées, elle serait capable de déployer à nouveau ses ailes. Ces chaînes appartiennent à la famille Fellenberg. Maintenant, Fernand commence à comprendre pourquoi un finit par le détester dans le futur. Apparemment, il va avoir une sorte de lien avec cette fille aux yeux bleus, et Fernand semble être un problème dans sa vie. Fernand marmonne une malédiction entre ses dents, et le majordome pense qu'elle lui est adressée. Puis nous passons à la fille assise là, pensant à Fernand Fellenberg. Pourquoi ce crétin l'a-t-il appelée juste pour la laisser traîner pendant 3 heures? Elle n'a même pas un petit téléphone pour faire défiler TikTok ou quoi que ce soit. Elle est noyée sous les dettes, et elle se demande s'il pense que cela va l'user. Pendant ce temps, Fernand est juste derrière elle, regardant tranquillement pendant que la pauvre fille attend toujours. De loin, il pouvait sentir à quel point elle était furieuse. Il s'avère que la famille Berkia, sa famille, vient d'une ville reculée du nord. Ils gardaient autrefois cette région, mais après une attaque massive de monstres, ils ont été pratiquement anéantis. La forteresse que la tante a construite a été complètement détruite, et maintenant ils essaient désespérément de gratter de l'argent pour reconstruire. Ils ont même vendu une sorte de brevet en or qui accordait certains droits, mais ce n'était pas suffisant. Et celui qui les a secourus, celui qui leur a tendu la main, c'était le chef de la famille Fellenberg, le père de notre garçon. Mais, bien sûr, il ne l'a pas fait par pitié. Les Fellenberg ont toujours eu du talent en magie, mais l'escrime, c'était une autre histoire. Et les berchefs, avec leur technique d'épée irréprochable, étaient affamés. C'était l'occasion parfaite. Alors le père d'Arbois leur a offert un prêt qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Les Berchauds ont survécu à l'anéantissement seulement pour mourir lentement sous des intérêts écrasantes. C'était l'occasion parfaite pour faire pression sur eux et les forcer à céder leur escrime magique. Mais le problème avec les Berchauds maintenant, c'est elle. C'est elle qui, dans le futur, deviendra l'amante d'un Armian. Son potentiel, son intelligence, son apparence, tout est exceptionnel. La seule chose qui lui manque, c'est la richesse. Compte tenu de son talent et de son lien avec tout ce que Fernand a à faire, c'est s'assurer qu'elle ne le déteste pas. Alors il entre dans la pièce et dit qu'elle est arrivée plus tôt que prévu. Il s'excuse, disant qu'il s'est laissé distraire et n'a jamais voulu la faire attendre. Elle lui dit de ne pas s'embêter à s'excuser, son temps a déjà été perdu. Insiste à nouveau sur le fait que ce n'était pas intentionnel. Elle dit d'accord, elle fera semblant d'y croire. Il commence à dire quelque chose, mais elle le coupe. Elle veut savoir pourquoi il lui a demandé de la rencontrer. Fernand répond, alors c'est évident. Bien sûr. En théorie, c'est le moment où tu devrais demander la technique d'épée de sa famille. Mais pour l'instant, son véritable objectif est de faire en sorte qu'elle le tolère au moins, voire qu'elle l'apprécie. Qu'est-ce qu'il essaie de séduire Lunan Bertru? Sérieusement. Elle est censée être la future petite amie d'Ink. Eh bien, le futur est le futur. Non. Mince. C'est froid. Il commence à parler de quelque chose lié à la structure de classe entre les chevaliers et le département de magie, mais elle l'interrompt avant qu'il ne finisse. Elle dit qu'elle le sait déjà. Il veut qu'elle soit son partenaire. Mais pourquoi accepterait-elle une telle chose? Être son partenaire ne sert à rien. En tant que deuxième meilleur élève du département, elle ferait bien mieux de faire équipe avec quelqu'un du top 10, pas quelqu'un comme lui. Mais alors il dit, si tu restes en partenariat avec moi pendant 3 ans, j'effacerai toute ta dette. À une condition, elle doit l'accepter comme sponsor. Il essaie vraiment d'acheter la fille. Elle demande pourquoi il va aussi loin. Il dit que c'est parce que ce truc de classe est important, mais elle ne comprend toujours pas. Non seulement il la veut comme partenaire, mais maintenant il veut la sponsoriser aussi. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais elle a une bourse à l'académie. Tout ce qu'elle gagne va directement à sa famille. Elle vit plus humblement que la plupart des élèves ordinaires. Humblement, assise là dans une chaise luxueuse pendant qu'une femme ajuste ses vêtements. Ah, d'accord. Elle n'achète pas de vêtements. Les femmes cousent pour elle. Compris. Fernand lui dit d'arrêter de trop réfléchir.
Il veut juste investir parce qu'elle est talentueuse. Rien de plus. Mais elle sait comment fonctionnent les nobles. Ils ne sponsorisent jamais personne sans attendre quelque chose en retour. À ce moment-là, Fernand se décide. Même si elle le déteste, il va la forcer à accepter ça. Il dit que les Fellenberg et les Berkev partagent un statut noble. Ils ne sont pas du tout pareils. La fierté de l'escrime des Bertrand ne pourrait se comparer à la force, la richesse et la lignée royale des Fellenberg. Aïe. Ça a frappé fort? Elle est clairement offensée. Alors Fernand change de tactique. Même si elle le déteste, il va la forcer à accepter ce marché. Et il lui dit directement, arrête de faire l'orgueilleuse. Il ne mentait pas quand il disait qu'elle était talentueuse, mais il était temps pour elle de l'accepter. Phase 2 de l'opération. Voyons ce qu'il fait ensuite. Et voilà, il dit qu'il a vu son maniement de l'épée récemment. Sorti de nulle part, il commence à citer cette même ligne du livre, parlant de la noblesse et de la beauté de son épée, de la façon dont elle incarnait vraiment la beauté et la vie. Il savait que ça la toucherait. Maintenant qu'il avait reconnu son talent, elle n'aurait d'autre choix que d'accepter. Elle avait l'air un peu confuse. Honnêtement, elle n'a même pas rougi. On dirait que notre garçon n'a vraiment aucune aura. Il se lève et dit qu'il n'a pas pu oublier de l'avoir vu se battre. Le gars se lance dans tout un discours, clairement rempli de fioritures, sur la façon dont elle le tient éveillé la nuit depuis. Elle lui dit juste d'arrêter ses bêtises, mais il dit qu'il ne peut pas. Il continue, disant que son jeu est comme une danse parfaite, et que les mots ne suffisent pas à décrire à quel point c'est époustouflant. Finalement, elle cède et dit d'accord. Elle n'avait pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Elle a besoin d'argent, et c'est la personne la plus riche du coin. Quelque temps plus tard, il lui dit qu'il s'agira d'un contrat de sponsoring de 3 ans, mais qu'il ne sera pas rendu public. En fait, c'est la servante qui regarde tout se passer. Mais pour elle, le prix réel de tout cela était que Luina devrait être la partenaire de ce démon de l'argent pendant 3 années entières, et c'est juste une mauvaise nouvelle. Maintenant, elle avait l'air sensuelle, disant que l'offre était trop belle pour être refusée. Sans oublier que le garçon a dit qu'il avait vu quelque chose dans la façon dont son épée déplaçait le potentiel. La servante demande ce qu'il a dit exactement, et Louvina le lui dit. Il a dit que c'était une danse suprême, noble, belle et vivante. C'est alors qu'elle rougit enfin, disant qu'elle avait l'impression qu'il n'avait même pas les mots pour décrire sa beauté. La servante ne semble pas contente de ça. Ouah, tellement jalouse? Laissez le gars faire son charme. Elle admet que le salaud a bon goût. Mais si elle recroise ce gnome cupide, elle va l'écraser. Ouais. La servante est intéressée par notre garçon. Elle dit que ce gamin utilise définitivement des tactiques de charme. Il est beau et a des yeux intenses. Immédiatement, Louina le remarque. La servante a un faible pour ce genre de type. Louina dit qu'elle ne s'est pas sentie exactement séduite. Elle se méfiait plutôt de toute cette affaire. Toujours soutenue financièrement pendant 3 ans, elle ne pouvait pas dire non, surtout avec leur famille complètement fauchée. La servante dit qu'elle comprend. Mais malgré tout, Louina est classée 2e, et ce Dan Fellenberg n'est classé que 10e. Juste à ce moment-là, l'accompagnateur de notre garçon arrive, Id. Il dit que le seigneur veut voir mademoiselle Louina. Il l'attendra au terrain d'entraînement, et elle devrait s'y rendre dès que possible. La servante serre la mâchoire pendant que Louina essaie de comprendre tout cela. Elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans sa tête, et le voilà, notre gars, arrivant avec style avec ce bâton magique attaché à son dos, valant probablement 15 quadrillons de pièces. Louina est peut-être classée 2e, mais le numéro 1 actuel s'appelle Elan Donnertz. Malgré tout, elle avait assez de talent pour un jour faire partie des 10 plus forts du continent. Il était maintenant temps pour notre garçon de découvrir si elle était un joyau caché ou non. Elle entre sur le terrain d'entraînement, disant qu'elle ne comprend toujours pas ce qu'il pense. Fernand explique qu'il est là pour prouver que le rejoindre n'était pas une mauvaise décision. Elle sait déjà ce que cela signifie. Il va essayer de le prouver en la combattant. Alors elle l'avertit, il n'a aucune chance. Au rang 10, tout ce qu'il va faire, c'est se faire battre. Bien qu'elle admette qu'il n'est pas si mauvais. Pourtant, il doit comprendre que l'écart entre le rang 2 et le rang 10 est énorme. Mais il lui dit juste de venir l'attaquer. Elle dit, d'accord. Elle va lui donner la chance de faire ses preuves. Oh là là. Il canalise déjà sa magie. Enfin, ce type est sur le point d'utiliser autre chose que de l'argent liquide. Immédiatement, un tas de pierres tombe sur elle. Notre garçon chante dans une langue inconnue, et l'attaque vole droit sur elle. Mais elle fait juste tourner son épée une fois et tranche tout en morceaux, tout en souriant. Dans la même seconde, elle le charge. Slash vole ici et là, saute à gauche et à droite. Elle arrive vite. Il est vraiment impressionné de voir avec quelle facilité elle démolit tout l'endroit. Il continue à lancer des sorts, mais elle continue à les dévier comme si de rien n'était. Et puis, bam, il se téléporte. Maintenant, il est derrière elle, dessinant un cercle magique. Elle sait que l'arène d'entraînement a un revêtement renforcé censé résister à toute magie, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il continue à tout détruire. Ça l'a fait s'arrêter une seconde. Ferdinand Fellenberg aurait-il vraiment pu faire tout ça? Il est juste resté là, lançant calmement sort après sort, frappant le sol avec son bâton. Maintenant, elle commence à se demander,
Fernand Fellenberg aurait-il caché son vrai pouvoir depuis le début? Alors le gars est riche, beau et secrètement puissant? Allons, partage un peu de ça. Elle remarque qu'il lance plusieurs sorts d'eau à dos sans se reposer, ce qui n'a aucun sens. Il aurait besoin d'une quantité ridicule de mana pour réussir cela. Ce n'est certainement pas le niveau de puissance de quelqu'un classé 10e. À ce rythme, elle va vraiment perdre. Elle active une tornade et commence à déchiqueter tous les rochers flottants. Fernand réapparaît, regardant quelqu'un avec un sourire narquois. Tout le terrain d'entraînement s'effondre maintenant, le ciel perçant le plafond, des pierres volant partout. Avec son épée à la main, elle le charge à nouveau. Une autre série de coups. Et maintenant, notre garçon est toujours là. Voyons voir si elle le touche. Mais soudain, l'épée s'écrase au sol. Attends, non. C'était son bâton. Avec un air penaud, il dit qu'il abandonne. Elle soupçonne immédiatement qu'il se moque d'elle. Essaie-t-il sérieusement de l'humilier? Il dit que non. Il est complètement à court de mana. Il ne peut littéralement rien faire d'autre. Elle le fixe un instant. Il ne semble pas faire semblant. Tout prend son sens maintenant. Il a complètement épuisé son mana. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse gagner comme ça. Puisqu'elle a réussi à se défendre, cela comptait clairement comme sa victoire. Mais même ainsi, elle se sentait toujours mal à l'aise. Quelque chose dans tout ça ne collait pas. Puis Fernand dit qu'il a quelque chose pour elle. Oui. C'est son prix pour l'avoir battue. Une boîte de chocolat. Il sait qu'elle les aime. Apparemment, sa famille produit certains des meilleurs chocolats qui soient. Il est sûr qu'elle ne refusera pas. Et si elle ne veut pas celui-là, il pourrait toujours acheter du chocolat Kraken à la place. Un peu hébétée et bavant pratiquement, elle dit qu'il semble qu'il ait fait des recherches sur elle. Mais riposte en disant qu'il n'irait pas aussi loin pour quelqu'un comme elle. Aïe. Est-il amoureux ou non? Décide-toi. Il dit qu'il a juste regardé quelques personnes dans les meilleurs classements. Elle répond, c'est exactement ce qu'est le harcèlement, et tourne le dos. Lui dit d'arrêter d'essayer de lui offrir du chocolat juste parce qu'elle a gagné un duel. Elle n'est pas une enfant. Il insiste un peu plus, et elle l'arrache de sa main en disant très bien, mais ensuite elle l'arrête. Elle veut demander quelque chose. Comment diable a-t-il autant de mana, assez pour déclencher autant de spéciaux en chaîne dos à dos? Normalement, ce serait impossible pour un mage. C'est bien au-delà des limites normales. S'il est si doué, pourquoi n'est-il classé que 10e? Il sourit et dit que c'est évident. Un marchand n'a pas besoin d'être sous les projecteurs. Ce type maintient délibérément son rang bas juste pour gagner plus d'argent. Pas par fierté. Même la fierté passe après le profit. Il jette un coup d'œil à son bâton. Quelqu'un à proximité demande ce qui s'est passé. Saïd. Il veut savoir pourquoi Fernand a épuisé toutes les recharges de mana et l'amplificateur de mana. Notre garçon dit qu'il a dû affronter Luina, et elle était étonnamment coriace. Il est venu complètement préparé et s'est quand même fait démolir. Non seulement elle s'est défendue sans effort, mais son mana s'est épuisé bien avant qu'il ne puisse même penser à la blesser. Il ne comprend pas. Pourquoi aller aussi loin pour elle? En valait-elle vraiment la peine? Fernand dit que c'est simple. C'est un investissement pour l'avenir. Une fois de plus, le majordome se demande si c'est un effet secondaire de cette foudre sur la tête. Honnêtement, notre garçon pense juste qu'il avait tout à fait raison. Son maniement de l'épée était vraiment élégant. Maintenant, il comprenait pourquoi il était si concentré sur les techniques de la famille Berkoff. Sans oublier que Luina avait vraiment du talent. Alors, pourquoi dans le futur, elle ne semblait jamais se démarquer? Peut-être que son équipement était si loin ou que quelque chose s'est passé en cours de route. Eh bien, oui, notre famille l'a pratiquement ruiné en l'accablant de dettes sans fin. Pourtant, l'intendant veut savoir ce que Fernand va dire au duc. Après tout, il n'a pas réussi à obtenir le style d'épée légendaire de leur famille. Ferdinand admet qu'il n'y avait pas pensé, puis demande si cela signifie qu'il va perdre son poste. Le majordome dit non. Il ne sera pas exilé. Il va probablement juste être tué, écrasé et laissé dans un fossé. Il a déjà envoyé une lettre au duc à l'avance pour que ce type soit prêt à l'exécuter dès qu'il se présentera. Et au lieu de paniquer, parce qu'il sait que ça va dégénérer, Fernand essaie de se distraire et d'ignorer tout ça. Quelques jours plus tard, la lettre arrive enfin. Il l'ouvre, nerveux comme pas possible, voulant savoir ce que son père a dit. Il est déjà sur les nerfs parce que la réponse est arrivée beaucoup plus vite que d'habitude. Le majordome le confirme, mais dit que la vraie préoccupation maintenant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Fernand demande même si son père a envoyé une lettre séparée avec un ordre d'exécution. Le majordome dit non, bien qu'il soit à peu près sûr qu'aujourd'hui est le dernier jour où il servira Fernand, car c'est la fin de la ligne pour lui. Fernand sait au fond de lui qu'il ne va pas perdre son poste à cause de ça. Ce sera à cause du fait qu'il est trop dramatique. Mais quand il regarde enfin la lettre, tout ce que son père a écrit, c'est qu'il s'est probablement fait posséder par un démon. Juste là, Fernand dit qu'il devrait aller rendre visite au vieil homme. Évidemment, il ne peut dire à personne qu'il a mis la main sur cette prophétie, ou qu'il sait un tas de choses qui ne se sont pas encore produites. Ce n'est pas comme s'il pouvait le prouver physiquement. Il n'y a pas de livre, juste les informations dans sa tête. S'il lâche simplement la vérité, son père pensera qu'il est un marchand délirant qui a perdu la tête. Il sera probablement furieux,
pensant que Fernand essaie de ruiner toute la famille. C'est pourquoi, pour l'instant, le but est simple, minimiser les dommages que cette situation Bertrude pourrait causer. Quand il arrive là-bas, le duc lui dit qu'il a l'air beaucoup plus calme que prévu. Il demande si son fils se drogue ou perd lentement la tête, ou peut-être que les démons que l'empereur a tués dans une vie passée ont commencé à posséder son enfant. Parce que si ce n'est rien de tout ça, alors il ne peut pas expliquer ce qui se passe. Fernand répond qu'il a simplement décidé de faire un meilleur investissement dans la famille Berkoff. Le duc veut savoir quel type d'investissement pourrait être meilleur que de recevoir leur technique d'épée secrète, et Fernand dit simplement qu'il ne peut pas le lui dire. Le duc répond que ce n'est pas une demande. En ce moment, il ne voit en Fernand rien de plus qu'une honte, un idiot qui essaie de gaspiller la fortune familiale. Mais Fernand tient bon, disant que même ainsi, ses convictions n'ont pas changé. Si le duc lui faisait confiance dans cette situation, le résultat apporterait une fortune bien plus grande que ce que cette technique d'épée ne pourrait jamais apporter. Le duc dit que si c'est vraiment le cas, il est prêt à reconsidérer. Mais il veut connaître la source de la confiance de Fernand. Fernand dit qu'il ne peut pas le révéler. La colère du duc s'enflamme. Il dit que ça devient ridicule. Il n'a pas élevé son fils pour qu'il soit aussi imprudent. Il devrait savoir que des choses comme ça ne peuvent pas être gérées avec des mots vagues et des promesses vides. C'est alors que Fernand réalise qu'il devra révéler quelque chose sur la prophétie s'il veut que ça marche. Il ne voulait vraiment pas commencer à en parler, mais il est à court d'options. Alors il dit qu'en échange de sa pleine responsabilité pour la violation de la matière, il partagera une information que lui seul connaît. Le duc demande comment c'est possible. Fernand dit que c'est à cause d'un réseau de renseignements qu'il gère personnellement. Bien sûr, son père veut refuser, disant qu'il est hors de question que son groupe de renseignements personnels soit plus intelligent que celui géré par toute la famille. Mais d'accord. Il est curieux de cette soi-disant grande information que Fernand prétend avoir. Alors Fernand lui parle des montagnes à à l'est, territoire du vicomte d'Onard. Il y a une mine de cristaux de mana non découverte dans cette région. Son père dit que c'est difficile à croire. Habituellement, dès que les mines de mana sont découvertes, elles sont complètement dépouillées. Comment le groupe de Fernand, qui est clairement inférieur, pourrait-il savoir quelque chose comme ça, alors que leur équipe de renseignement l'a complètement raté? Il dit même que le groupe de Fernand est composé d'enfants. Fernand hausse juste les épaules et dit que les enfants adorent creuser dans la terre. Ils ont eu de la chance. Tout ce que ce père doit savoir, c'est que la quantité de cristaux de mana là-bas est plus que suffisante pour couvrir la perte potentielle des négociations Birch. Le visage du duc est devenu sérieux. Que dire? Il aime l'argent aussi. Une montagne de richesse était suffisante pour faire disparaître n'importe quel problème. Les pierres de mana, rares cristaux contenant de l'énergie magique, sont l'un des meilleurs moyens de s'enrichir. Le seul problème est que dans la prophétie, cette mine n'est mentionnée que brièvement. Il n'y a pas d'emplacement exact, et Fernand lui-même ne l'a pas vue. Il ne sait pas quelle est sa taille ni si elle a vraiment autant de valeur. Mais pour l'instant, le but est de gagner du temps avec son père. Il se souvient également que la famille d'Onertz avait une sorte d'opération d'approvisionnement là-bas, mais elle a échoué après qu'un cyclone ait frappé. Évidemment, ils étaient censés revendiquer cette mine de mana pour eux-mêmes. Mais maintenant, la famille de Fernand a la chance de fondre sur l'occasion et de profiter de la situation. Le duc dit que si ce que Fernand a dit est vrai, cela pourrait réparer le gâchis qu'il a fait, mais il faudra d'abord le vérifier. Pour l'instant, Fernand devrait retourner à l'école et se concentrer sur ses études. Fernand le remercie et sort en sueur, pensant qu'au moins il a réussi à calmer la colère du duc. Mais juste au moment où il s'éloigne, son père l'appelle, « Fernand ». Il se retourne en panique. Quoi? Le duc l'invite juste à dîner puisqu'il est déjà là. Plus tard, le duc parle avec le majordome, l'air un peu déçu. La Tortue Noire, le groupe de renseignement de sa famille, a manqué quelque chose d'aussi important. Il grignote tranquillement, disant qu'il va examiner ce qui se passe avec leur réseau d'information. Puis le duc demande ce que le majordome pense de Fernand. Il dit que le garçon est en train de devenir un marchand respectable. Le duc est d'accord, mais veut toujours savoir comment ils ont découvert cette mine. Ça ne colle pas. Il devrait également enquêter sur le groupe de renseignement de Fernand, découvrir comment ils obtiennent ce type d'informations. Peut-être que c'est leur spécialité. Apparemment, le groupe de Fernand s'appelle le Pilier d'Or, et Fernand lui-même est un spécialiste de la localisation des pierres de mana. Même s'il a un talent de haut niveau en magie du feu, il s'est entièrement concentré sur la magie de la terre juste pour mieux comprendre les pierres. Ce petit bâtard, dit le duc, d'une certaine manière, ça a du sens. Le talent magique de son fils correspond, et son groupe enquête exactement sur cela. Pourtant, ils ont besoin de plus de détails. Le majordome suggère qu'il fasse attention. Fernand grandit peut-être plus vite qu'il ne s'y attendait, mais le duc sourit en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une chose aussi extraordinaire vienne de son fils. Si cela s'avère vrai, c'est formidable. Mais pour l'instant, ils doivent enquêter sur cette fille, Louina Burgjeff, et comprendre comment elle a réussi à séduire le pauvre Fernandino. Le majordome dit qu'on dirait que le duc croit réellement qu'elle l'a séduit. Il dit, bien sûr, qu'il y croit. Il a élevé Fernand pour qu'il devienne un brillant marchand. Pourquoi d'autres le gamin jetterait-il de l'argent dans quelque chose d'aussi stupide?
La raison est évidente. Il a été vaincu au jeu de l'amour. Pourtant, il comprend. Le garçon est jeune. La jeunesse n'est pas facile à contrôler. Mais le duc, lui, n'est plus jeune. Il se fiche de leur relation. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi Fernand s'implique dans tout ça. Pourquoi ce garçon, qui aime l'argent plus que son propre père, choisit-il soudainement quelque chose comme ça? La scène se déplace vers Louina, qui mange joyeusement un cornet de glace géant que notre garçon lui a donné. Il parle de quelqu'un qui s'appelle Carlos. Apparemment, il voulait aussi la parrainer. Mais une fois qu'il a découvert que Fernand l'était déjà, il s'en est pris à quelqu'un d'autre. Fernand lui demande pourquoi elle lui a dit ça. Elle doit comprendre que les rumeurs se répandent. Mais elle répond qu'à la fin, tout le monde finira par le découvrir de toute façon. De plus, elle sait déjà que les gens supposeront qu'elle est seulement en partenariat avec lui pour l'argent. Et la raison pour laquelle elle ne veut pas le cacher, c'est parce que, eh bien, c'est exactement ce que c'est. Il hoche la tête et dit, ouais, l'argent, c'est génial. Il aime vraiment ça. Avec de l'argent, il n'y a rien que vous ne puissiez obtenir. À ce moment-là, elle comprend pourquoi les gens l'appellent le démon de la richesse. C'est exactement pour ça qu'elle le déteste. Et c'est là qu'il lui tend quelque chose, un élixir et un bon. L'élixir a été fabriqué à partir de racines de mandragore, et le bon pouvait être échangé contre une arme dans l'un des magasins de son entreprise. Elle veut immédiatement savoir pourquoi. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse se permettre quelque chose comme ça. Il évoque le contrat de parrainage. Elle dit qu'elle est au courant. Mais même ainsi, c'est beaucoup trop. Ce genre d'article est extrêmement rare. D'après sa réaction, elle peut déjà le dire. C'est seulement rare pour quelqu'un comme elle, quelqu'un de fauché et noyé sous les dettes. Pour lui, ce n'est rien. Malgré tout, elle refuse de l'accepter. Pendant ce temps, Fernand réfléchit. Considérant qu'il est destiné à devenir un mendiant dans le futur, tout ce qu'il peut faire maintenant pour empêcher cela est un gain à 100%. Il lui dit que refuser son soutien va à l'encontre des termes de leur contrat. Elle a accepté d'être parrainée après tout. Elle rétorque, pratiquement en crachant du feu, et dit, très bien. Je vais le prendre. Il se lève et dit, à plus en classe. Alors qu'il s'éloigne, elle ne peut s'empêcher de penser. Même si c'est un parrainage, cela aura un coût. Y a-t-il une clause cachée dans le contrat où il finit par tout perdre? Ça ne peut pas être vrai. N'est-ce pas? Mais ce qui l'atteint vraiment, c'est qu'elle ne comprend pas pourquoi il va si loin, en lui donnant toutes ces choses rares et précieuses. Peut-être qu'il essaie de la séduire juste pour voler la technique d'épée de sa famille, ou peut-être que c'est quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas d'importance. Il n'y a aucune chance qu'elle soit tombée amoureuse de lui. Ouais, bien sûr. Au moment où quelqu'un dit ça, vous savez, il est condamné. Pauvre Entarmion. Que quelqu'un lui dise que sa future fiancée, qu'il n'a même pas encore rencontrée, a déjà été volée. Pendant ce temps, de retour en classe, Fernand s'est quinté est censé être dans les parages. Mais où est-il? Ah, le voilà, debout tranquillement sur le côté. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'entraînement au combat réel et l'escrime, le genre mortel. Et selon la prophétie, c'est la quintée est censée commencer à attirer l'attention. C'est le début de l'histoire, le moment où le monde commence à regarder le héros s'élever. Fernand veut savoir ce quintet fait ici. L'un des élèves a-t-il attiré son attention? Fernand, qui fait partie des élèves classés, dit qu'il est censé surveiller la concurrence entrante. Il demande si le type est là pour observer Entarmion, et l'autre garçon sourit et dit, bien sûr. Il est issu de la lignée impériale. Considérant que la famille d'Inté descend du grand sauveur lui-même, et que 100 ans se sont écoulés depuis que l'un d'eux s'est inscrit à l'académie. Ouais. Les gens sont certainement curieux à son sujet. Le nom de ce blond est Ledger Schwaben. Il est le deuxième fils de la famille dirigeante actuelle. Il y a 100 ans, ils ont été élus comme la nouvelle famille impériale, et ils détiennent le pouvoir depuis lors. Il s'avère qu'ils partagent des racines ancestrales avec la famille d'Inté, mais leur lignée s'est séparée il y a longtemps. Ils accordent beaucoup de valeur à leur position actuelle, et maintenant quelqu'un de la même lignée ancestrale, Ent, pourrait revenir et prendre cette place. Il attire donc naturellement beaucoup d'attention. Ledger dit à Fernand qu'il y a quelqu'un d'autre intéressé par Ent aussi, un type nommé Varan Calbindé. Sérieusement, c'est quoi ces noms? Ce type a rejoint l'académie en tant que deuxième meilleur élève, et il cherche probablement à voler toute l'attention qu'Inté reçoit pour lui-même. C'est exactement pour ça qu'il regardait le gamin avec autant d'insistance. C'était le nom que Fernand attendait d'entendre. Dans l'histoire de chaque héros, il doit y avoir un méchant, et il semblait y en avoir un dans l'histoire d'Inté Armien. C'était le type, celui qui a juré de couper Entarmien à la racine. L'instructeur annonce le prochain match, Anton Durn contre Entarmien. Et juste comme ça, chaque personne impliquée dans le futur que Fernand avait vu était maintenant réunie en un seul endroit. C'était vraiment quelque chose de fascinant. Dans ses souvenirs, il se souvenait que tout le monde acclamait Ent, la foule criant son nom. Mais en ce moment, personne ne savait même qui il était. Personne n'avait la moindre idée du potentiel qu'il détenait. Pour Fernand, cependant, c'était le moment de voir si son investissement allait porter ses fruits. L'instructeur leur dit de se préparer, puis donne le signal pour commencer. Durand charge à pleine vitesse. Ant a l'air surpris par le premier choc des épées.
Durant attaque directement au cou. Était-il sérieux? Essayait-il vraiment de le décapiter? Mais Ink fait un salto et atterrit sur le côté. Malgré tout, le saut le vide de son énergie. Dans les gradins, le second prince remarque qu'Ink n'a pas eu de chance d'affronter quelqu'un d'aussi doué au premier tour. Anton Durand s'était classé 10e aux examens d'entrée. Certainement quelqu'un à ne pas sous-estimer. Pour info, il s'était classé 36e, et c'était avant qu'il ne mette la main sur l'épée de l'empereur. Le second prince hausse les épaules et dit qu'il n'y a rien digne d'intérêt ici et commence à partir. Mais Fernand dit qu'il pense que quelque chose d'intéressant va se produire. Au moment même, un lance une large entaille directement au visage de son adversaire, une coupure superficielle sur la joue déchire son uniforme. Et à ce moment, il réalise que si la lame était allée juste un peu plus loin, il aurait été tranché net en deux. Maintenant, même ces deux types suffisants qui regardaient le gamin blond de haut font soudainement attention. Fernand voit qu'un a seulement eu du mal au début parce que Durin est arrivé trop agressivement. C'était juste un manque d'expérience au combat, mais le talent était clairement là. Et une fois qu'il s'est concentré, il ne lui a fallu que quelques secondes pour battre le gars qui s'était classé dans le top 10. Maintenant, Durin est à genoux, totalement humilié, vaincu par le gars qui était classé 38e. Attends, n'était-ce pas 36 avant? Son rang baisse-t-il à la minute? Durin s'embrase avec Laura, criant qu'il est hors de question qu'il perde ici. Sur le côté, une paire d'étudiants commande qu'un se débrouille mieux que prévu, mais il est impossible qu'il batte quelqu'un qui s'est classé 10e. Le second prince ajoute que, eh bien, au moins, il est à la hauteur de l'armée de nom. Pour quelqu'un de soi-disant sans talent, il fait des efforts décents. Fernand, cependant, le voit complètement différemment. Manque de talent, ce n'était pas ça du tout. La vérité est que le gamin vient de terres arides. Il n'a jamais eu le soutien ou les ressources nécessaires pour s'entraîner correctement. Et malgré cela, le voilà qui tenait tête à quelqu'un qui s'était entraîné toute sa vie. Ce gamin était vraiment spécial. Pas étonnant que la prophétie l'ait choisi. Et maintenant, le monde allait découvrir qui était le véritable protagoniste de l'histoire. L'épée de Durne s'envole. Il tombe au sol, haletant, complètement vaincu. L'instructeur annonce. Le gagnant est un Harmion. Un est là, souriant jusqu'aux oreilles. Alors que la foule éclate et applaudit, la tête rousse lance un regard frustré. Et le démon de l'argent, il fait la fête aussi. Les actions sont en hausse en flèche. Voilà un bon investissement. Il fredonne un petit air. Totalement satisfait. Mais il est temps de voir ce qui va suivre. Les gens à proximité commencent à murmurer, se demandant si les deux, Fernand et Louina, sont réellement un vrai couple. Ah, oui. Le prochain gros investissement, Louina, qui se tient à côté de lui, fulminant. Il lui demande avec désinvolture si elle a pris l'élixir et ramassé l'équipement qu'il lui a donné. Elle ne dit pas un mot, mais la vérité est qu'elle était vraiment heureuse quand elle a reçu tout cet équipement. Et quand elle a pris l'élixir, sa puissance a explosé. Pourtant, elle garde son sang-froid et marmonne juste que ce n'était pas mauvais. C'était bien. Soudain, quelqu'un s'approche. C'est l'instructrice qui dit que toutes les paires parfaites ont été finalisées, et heureusement, personne n'était en retard. C'était Roselia du département de magie, et le type à côté d'elle était Grade le chevalier. Ils passent en leur tendant des parchemins annonçant que le cours va bientôt commencer. Tout le monde va recevoir des cartes des assistants, et le premier cours est un cours pratique. Au moins dans cette académie, ils apprécient vraiment un bon combat. Larousse dit qu'ils vont recevoir un vrai entraînement aujourd'hui. À partir de maintenant, ils seront directement jetés sur le terrain. Sur la carte qu'ils reçoivent, la destination est indiquée. Tout ce qu'ils ont à faire est d'arriver à cet endroit exact dans les 4 heures. Mais voici le piège. Ils ne peuvent pas arriver trop tôt ou trop tard. Ils doivent arriver précisément 4 heures à partir de maintenant, exactement à 14 heures. Certains étudiants curieux demandent si cela affectera leurs notes. On leur dit directement. C'est aussi important que les examens de mi-session. Leur professeur gothique dit que s'il n'y a pas de questions, ils partent. Elle leur souhaite simplement bonne chance. La scène se coupe sur une montagne au fond d'une forêt, et voici le duo dynamique. L'un d'eux demande où ils sont exactement, mais Luina est déjà excitée et leur dit de se mettre en mouvement. Pourtant, ils devraient probablement jeter un coup d'œil rapide à la carte d'abord. Mais alors qu'ils se retournent, ils remarquent une autre paire qui les regarde, et la fille aux cheveux roux appelle Luina. Fernand reconnaît immédiatement tout le monde. Jainux et Ned Paline, tous deux classés en dessous de 70. En d'autres termes, même pas la peine d'y consacrer du temps. Zut. C'est froid. Normalement, c'est ce qu'il dirait. Quelqu'un qui prend des décisions basées sur la pure logique. En avant, ils sont déjà à mi-chemin. Mais la fille a l'air prête à se battre, et Fernand hausse juste les épaules et lui dit de faire ce qu'elle veut. Alors elle dégaine son épée, disant qu'il est temps de saisir des points bonus. Il demande s'il ne serait pas plus facile de gérer ça avec de la magie. Ils discutent de la façon de gérer ça, tandis que l'autre type essaie juste de trouver un moyen de s'éclipser. Mais la seconde suivante, Louina est déjà en l'air en train de faire des sauts périlleux, déclarant qu'elle est sur le point de verrouiller ses points bonus. Sabot. On dirait que ces pauvres étudiants viennent d'être anéantis. Eh bien, l'un d'eux a érigé une barrière assez solide. Bravo à ça. En fait, peu importe.
C'est fini. Les deux sont allongés sur le sol en larmes. Et juste comme ça, une autre équipe a été éliminée. De retour dans la salle d'observation, le professeur commande qu'une équipe de plus est tombée. Tout le monde tombe plus vite que prévu. Rosalia, la professeure gothique, pense que ça va. Au moins, les étudiants ne sont pas anéantis par des monstres. C'est bien plus intéressant quand le conflit est interne. Le professeur demande s'il y a un groupe qu'elle surveille de près. Elle répond que, bien sûr, Ledger Chouiman et Alan Donitz forment l'équipe la plus forte. Carlos est également un nom à surveiller, et évidemment, l'équipe la plus bizarre de toute la classe, Luna Berchieff et Fernand Fellenberg. Il est d'accord. Ce duo était totalement inattendu, et honnêtement, Luna semble être désavantagée. Était-ce à cause de l'argent? Ce qui n'avait pas de sens, c'est que Fernand ne s'est jamais assez soucié des notes pour investir juste pour une amélioration académique. La professeure dit qu'elle est sûre qu'il y a une autre raison. Après tout, elle sait pertinemment que Fernand pourrait augmenter son rang quand il le voudrait. La professeure est confuse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle lui dit de regarder de plus près. Depuis que Fernand a rejoint l'académie, il a toujours été classé 10e, quoi qu'il arrive. Même les meilleurs élèves fluctuent généralement dans le classement. Alors, comment se fait-il que, peu importe qui arrive ou pas, Fernand ne quitte jamais la 10e place? En plus de cela, ses examens écrits sont pratiquement parfaits. La seule fois où il perd des points, c'est pendant les travaux pratiques, ce qui le maintient bloqué à la 10e place. Ouh, petit bâtard sournois. Qu'est-ce que c'est que ça? Un comportement à la Ayano Koju? La professeure comprend enfin. Le gamin le fait exprès. Rosalia le confirme, évidemment. Et vous ne le savez peut-être pas encore, mais celui qui a détruit les terrains d'entraînement récemment, c'était Fernand. La professeure n'arrive pas à y croire. Tout cet endroit a été réduit en cendres. Il y avait un trou dans le plafond. Ce que la professeure veut savoir, c'est pourquoi Fernand cache ses capacités. Elle répond qu'il n'y a vraiment aucun moyen de le savoir avec certitude. N'est-ce pas? D'après ses motivations, c'est peut-être une question d'argent. Et le voilà debout avec confiance sur un rocher, pointant Murph sur la carte. Pendant ce temps, en bas, Louina semble tabasser tout le monde. Un peu plus tard, un groupe d'étudiants sont déjà allongés sur le sol et assommés, et elle demande s'il a au moins trouvé quelque chose. Il répond qu'ils vont devoir se diriger vers le nord. L'inconvénient est que le chemin est plein de gens. Mais pour elle, c'est parfait. Elle est prête à anéantir le prochain groupe. Mais juste à ce moment-là, une boule de feu géante arrive sur eux comme une comète. Quelqu'un s'approche, disant qu'ils se sont enfin rencontrés. Un type blond et une fille qui a déjà l'air d'être sur le point de perdre. Carlos Denef. Ouais. Même son nom sonne comme s'il allait se faire démolir. Luna dit que c'était un coup bas, mais il répond que c'est un vrai entraînement au combat. Il ferait mieux de savoir qu'ils ne s'en sortiront pas maintenant que le destin les a réunis. Luna ne comprend pas pourquoi ce type est si en colère. Fernand dit que c'est évident. C'est parce qu'il la lui a volée. Elle lui dit d'arrêter avec ça. Elle n'appartient à personne, il n'y a donc pas eu de vol. Apparemment, ce type aux cheveux bleus voulait s'associer avec elle. Et maintenant, Carlos est tout rouge, leur criant de venir se battre. Fernand se rend compte que le combat est inévitable à ce stade. Luna le remercie, disant que le rang est plus élevé, plus de points pour eux. Il lui dit d'y aller et de charger. Il sait qu'il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Si jamais, il fournira un soutien. Mais elle dit qu'elle n'en aura pas besoin. Il n'avait rien coordonné de toute façon. Comment pourrait-il même être synchronisé? Pendant ce temps, Fernand est déjà en train de soulever des morceaux de terre avec de la magie, lui disant de ne pas s'inquiéter. Des pierres volent partout. Il lui dit de lui faire confiance. Et le plus fou, c'est que ce type n'est même pas spécialisé dans la magie de la terre. Attendez de le voir enfin utiliser le feu. Le chapitre suivant s'ouvre avec le professeur gothique disant qu'il y a un bon combat en cours. C'est sur la montagne orientale. Aucun monstre n'est censé y apparaître, donc ça vaut la peine d'aller voir. Il s'avère que les deux équipes qu'elle surveillait s'affrontent maintenant. Il était enfin temps pour elle de voir ce que Fernand Fellenberg pouvait vraiment faire. Et le voilà, lançant des rochers pendant que Louina charge. C'est un vrai combat entre des puissances. Elle pensait que le type aux cheveux bleus était un épéiste, mais apparemment, c'est un mage. On dirait que chaque gars dans ce monde est un mage. Notre chère Louina est confuse. Son corps se sent incroyablement léger. Il n'y a qu'une seule explication. Fellenberg a utilisé de la magie de soutien. Mais quand l'a-t-il même lancé? Il est trop doué avec ça, la soutenant déjà au milieu du combat. Elle jette un coup d'œil et lui fait un clin d'œil. Elle réalise qu'il est fou. À ce moment-là, elle se fait presque taillader par l'autre fille, mais esquive juste à temps. Ce n'est pas le moment d'être distraite par cet idiot. Elle doit achever Aelia. Elle lance une puissante explosion, et Aelia la bloque. Maintenant, les deux sont enfermés dans un combat rapproché à l'épée. Mais ensuite, le partenaire d'Aelia lance un éclair. On pourrait penser que Fernand interviendrait, mais non. Louina est touchée. Elle est paralysée, incapable de bouger. Aelia s'avance, disant que c'est la fin. Louina marmonne que ce n'est rien, mais il est trop tard. Aelia active son aura et dit que c'est fini. Puis un éclair doré traverse le champ. Pas un éclair, un météore. Non.
Il s'avère que Fernand a utilisé une sorte de téléportation. Il a réussi un sort de substitution et l'a amené à ses côtés. Elle est abasourdie. Qu'est-ce que c'était? Il dit simplement, de la magie. C'est une nouvelle technique qu'il a développée avec sa famille. Il s'avère que c'est très utile, et c'était le moment idéal pour l'utiliser. Cela lui permet d'échanger n'importe quoi ayant exactement le même poids. Elle demande comment il connaît son poids exact. Il répond que tout est enregistré dans le registre des étudiants de l'académie. Elle rit en disant que cette pierre devait être vraiment lourde. Ils ont failli attaquer à nouveau, mais la scène s'arrête juste avant qu'ils ne le fassent. Elle dit immédiatement qu'elle va devoir effacer ses dossiers d'étudiants plus tard, mais pour l'instant, il est temps de s'occuper de ce combat. Elle dit à Fernand de reculer et charge sur les adversaires. Elle lui a demandé au moins de retenir cet ennuyeux Carlos pendant qu'elle s'occupe d'Aelia. À ce moment-là, un cercle magique apparaît près de Fernand. Il est ravi. Enfin, ce type utilise ce qu'il sait vraiment. Carlos était spécialisé dans la magie de la foudre, et l'une de ses techniques de prédilection consistait à créer un orbe qui libère plusieurs éclairs, ce qu'ils appelaient le multicasting. Ce sort était l'une des raisons pour lesquelles il était si bien classé dans le département, et maintenant Fernand pouvait enfin tester quelque chose pour voir si cela fonctionnait. Il frappa son bâton dans le sol et commença à chanter dans une langue étrange. Carlos faisait de même, marmonnant dans ce ton bizarre et mystique. Soudain, tout le monde sentit que quelque chose n'allait pas. Selma cria le nom de Fernand. Il venait d'être frappé par la foudre en pleine tête. De la fumée partout. C'était déjà la deuxième fois qu'il se faisait griller. Mais, bien sûr, il allait parfaitement bien. Carlos était incrédule. Comment tout le sort de foudre avait-il été bloqué? Sur le sol, il y avait un objet. Clairement quelque chose qu'il a utilisé, probablement super cher, le genre de chose que lui seul pouvait se permettre. Fernand a expliqué que c'était quelque chose qui pouvait stocker de l'énergie. Il vient de faire quelques ajustements et apparemment, cela a très bien fonctionné. Une fois qu'il l'aura mis au point un peu plus, il prévoit de le vendre dans les magasins. Carlos dit que cet artefact est de la triche. Mais Ferdin répond qu'il n'y a pas de triche ou de cordie sur le champ de bataille. C'était un vrai combat après tout. Puis il interpelle Luina. Carlos se retourne, inquiet pour Aelia, mais Ferdinand avait déjà donné l'ordre d'en finir. Les yeux bleus vifs de Luina s'épanouissent alors qu'elle réussit un coup propre. À proximité, les deux meilleurs étudiants, probablement numéro 1 et 2, regardent. Le prince Ledger, le blond, remarque qu'il ne reste plus que 4 personnes maintenant. Elon, l'étudiant classé numéro 1, dit que ce qui l'intéresse vraiment, c'est la façon dont Fernand a bloqué la foudre de Carlos. Ledger admet qu'il ne connaît pas grand-chose à Fernand. Il s'est caché pendant longtemps, mais maintenant qu'il a fait équipe avec Berchef, il va être difficile de garder ses pouvoirs sous le boisseau. N'a pas eu de chance de faire équipe avec quelqu'un d'aussi obsédé par les notes. Il va certainement devoir travailler dur pour suivre son rythme. Il a vraiment besoin de se surveiller. Cet endroit est rempli de gens qui essaient de lui prendre sa place au sommet. Et bien sûr, de derrière, d'autres étudiants se sont présentés. Dommage que ce ne soit que des personnages de fond qui sont sur le point de se faire démolir. Il ne vaudra même pas la peine de les montrer perdre. Au début, il semblait qu'il se dirigeait vers l'objet pour se battre. Mais il se retourne et dit qu'il conduira tout le monde en toute sécurité à la destination finale à une condition. Ils doivent faire équipe et éliminer le duo de Luina et Fernand Fellenberg. Le chapitre suivant s'ouvre avec un monstre tranché. Fernand dit qu'ils approchent de la destination, mais des créatures continuent de surgir. Luina se réjouit, pensant qu'ils vont probablement être les premiers à terminer. Il est occupé à collecter le sang d'un des monstres et demande si c'est vraiment nécessaire. Il explique que le sang de troll est incroyablement utile pour fabriquer un tas de potions. Elle dit qu'elle le sait déjà, mais allez, avec tout l'argent qu'il a. Ce truc, c'est pratiquement de la menue monnaie. Mais, bien sûr, il est avide. Pour lui, l'argent est l'argent, quel que soit le montant. Elle se plaint, et il lui rappelle. Grâce à cet état d'esprit, il a réussi à l'acheter. Elle s'éloigne en disant qu'elle en a assez. Il la taquine en disant qu'elle a l'air terriblement désespérée de rester au sommet du classement. Elle l'admet. Il y a une raison très précise pour laquelle elle doit être au sommet. Soudain, il dit qu'il sent quelqu'un s'approcher, en fait, pas seulement quelqu'un, mais pas mal de monde. Tout de suite, ils sont encerclés. La magie commence à voler. Des pierres arrivent en trombe dans les airs. Il lève une barrière et tranche les premiers attaquants. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout arrive si vite. Quelqu'un charge droit sur Luino avec une épée, et ne le saviez-vous pas? C'est Elon Donuts, le même gars qui s'est déjà fait battre par Ent. Maintenant, c'est à son tour de le faire tomber. Ils échangent des coups dans un combat propre, mais l'impact les envoie tous les deux voler en arrière. Ils parviennent à atterrir sans problème, et comme d'habitude, elle est excitée. Ils se chargent immédiatement à nouveau l'un sur l'autre. Elle active son aura et lui dit de se lancer. Il reste silencieux, cependant, et continue de se battre. Un autre choc d'épée solide, mais ensuite un mouvement étrange traverse le milieu de tout. Et soudain, un autre mage apparaît, des flammes à la main. Attendez une seconde. Ce n'est pas n'importe quel mage. N'est-ce pas le gars classé deuxième, Ledger?
Mais avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, une vague d'énergie sombre balaie tout le champ en direction de lui. Honnêtement, je ne sais même pas qui l'a lancé. Ce combat est devenu beaucoup trop chaotique. Le blond sourit. Oh, bien sûr. Notre garçon Fernand a pris les choses au sérieux. Il lance du feu et des pierres partout maintenant. Une énorme explosion se déclenche juste devant toute la foule d'étudiants. L'autre gars se plaint qu'il essayait seulement de tester Fernand pour voir comment il réagirait. Pas besoin de tout donner et de tout vaporiser. Il dit qu'un tel effort ne ressemble pas du tout à Fernand. Mais Fernand répond simplement que cette fois, il veut s'assurer qu'il termine en première position. Le gars sourit et dit que c'est dommage car ils ne peuvent pas vraiment gagner. Ils ne peuvent pas régler ça pacifiquement. Mais s'ils se battent maintenant, aucune des deux équipes ne pourra finir. Alors, que diriez-vous de ça? Laissez Fernand et Luina prendre la première place, et ils se contenteront de la deuxième. De cette façon, les deux parties sont gagnantes. On dirait que Fernand est sur le point de montrer ce dont il est réellement capable, et il le fait absolument. Il humilie carrément le gars, lui disant que malheureusement, ils devront attendre la prochaine fois. Le gars comprend clairement l'allusion. À ce moment-là, Fernand lance un portail massif sous tout le monde. Un énorme cercle magique apparaît alors que le sol se fend. Il déchire toute la forêt. En même temps, il lève une barrière autour de lui et de Luina. Il s'avère qu'ils avaient préparé ce piège à l'avance. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Tout le monde est scellé à l'intérieur d'un cocon de pierre. Fernand l'appelle, lui disant qu'il est temps d'y aller. Attends, vont-ils vraiment partir comme ça? Impossible que ça se termine aussi facilement. Mais c'est le cas. Le directeur félicite tout le monde et annonce les classements. Première place, Lina Berchef et Ferdinand Fellenberg. Ces deux autres grondent en deuxième position, complètement anéantis. Ferdin complimente Lina pour le résultat. Elle admet qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent réellement en tête. Elle pensait que c'était injuste car ils ne se sont pas mesurés au plus fort, mais il lui dit que ce n'est pas grave. Au final, ils ont quand même gagné. Le professeur annonce la fin officielle et rappelle à chacun de ne pas se promener. À ce moment-là, Luina pose des questions sur Entarmion. Elle explique qu'elle l'a vu la veille. Elle s'entraînait et est tombée sur quelque chose d'intéressant. Elle le décrit exactement de la même manière que Fernand l'a décrite quand il a vu sa danse à l'épée pour la première fois. Soudain, Fernand met une main sur son visage. Au début, on dirait qu'il est juste confus, car après tout, il essaie de séduire Luina. Mais maintenant, elle est clairement fascinée par les compétences à l'épée d'un autre gars. Mais, non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose à voir avec la prophétie. Une autre partie vient d'être révélée. Apparemment, Entarmian a tendu les mains et a demandé à Luina de devenir son chevalier, mais elle a refusé. Maintenant, Ferdin ne comprend plus ce qui se passe. Même la prophétie est brouillée. Le texte est complètement à l'envers. Il ne peut même pas le lire correctement. Quelque chose d'apocalyptique arrive, et il semble qu'Entarmion en soit la cible. Mais quelqu'un, un chevalier féminin, s'est tenu devant lui, et maintenant l'histoire change. Ce n'était pas comme ça que l'avenir était censé se dérouler. Ent a demandé ce qu'elle pensait faire, et elle a répondu, « Aujourd'hui, je serai votre chevalier, comme vous l'avez demandé. » Elle a dit qu'elle était née pour manier une épée et détruire les ennemis des seigneurs. Et avec ça, elle a couru vers le démon, Andromélius. Fernand ne comprend pas pourquoi tout cela se produit, et apparemment, elle finit en mauvais état après la bataille. Cette nouvelle vision de l'avenir semble maintenant complète. On a l'impression d'entrer dans une toute autre histoire. Elle se réveille dans un hôpital avec Ink souriant à côté d'elle, juste reconnaissant qu'elle est survécue. Mais les gars blonds, ils détruiraient ces salauds qui ont essayé de lui faire du mal et de ruiner l'avenir de la famille Berka. Et on dirait vraiment qu'il est en colère contre un certain type de salaud riche. Il n'y a qu'une seule personne que cela pourrait être, le riche salaud lui-même, cette ordure. Soudain, quelqu'un appelle Fernand à nouveau. Ce sont les professeurs et Luina qui lui demandent s'il va bien. Il est juste là, complètement absent. Il répond qu'il est juste un peu épuisé, mais qu'il va bien. Alors que le professeur commence à parler de l'emmener à l'infirmerie, il est plus concentré sur le fait qu'il a enfin compris pourquoi Entarmion le considéra comme un ennemi. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi la prophétie a changé, et pourquoi tout semble maintenant tourner autour de Luina. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui arrive se produira bientôt. Ce qui signifie que le démon, Andromélius, est sur le point d'apparaître. Et pour être honnête, ce salaud ne ressemble-t-il pas un peu à son père avec ce même visage fatigué? Chapitre suivant. Un félicite notre garçon d'être arrivé en première place, et l'enfant entre simplement dans la voiture en disant qu'il est épuisé. Il pensait à ce guide d'Andromélius, le 72e démon. Mec, quel chiffre à retenir. La créature prend une forme humaine, mais a un petit serpent sur le bras. Peu importe le nombre de livres que notre garçon parcourt, c'est la seule information qu'il puisse trouver sur le salaud, ce qui est logique. En réalité, il est apparu pendant la guerre il y a 1000 ans. Alors, comment pouvait-il y avoir des informations détaillées sur ce monstre? Ces choses ont toutes été anéanties par le premier empereur et n'ont pas été revues depuis. Pourtant, il est relativement calme. End va s'occuper de ce gars de toute façon, donc ce n'est pas vraiment son problème.
Le vrai problème est qu'il semble que Louina va être blessée dans tout ça. Et maintenant, il se demande, devrait-il lui dire ce qui va lui arriver? Il a essayé d'en parler, mais tout ce qu'elle a fait, c'est demander s'il perdait la tête. Il lui a demandé, crois-tu au démon? Cela ne l'a fait que plus confondre. Il l'a poussé à donner une réponse directe, et elle a finalement dit, oui, elle y croit. Après tout, cette nation entière a été construite pour combattre les démons à l'époque. Ensuite, il lui demande ce qu'elle pense de l'idée que les démons existent encore. Et, bien sûr, elle demande encore une fois s'il s'est cogné la tête et s'il a complètement perdu la tête. Maintenant, il est assis là à essayer de comprendre ce qui pourrait bien convaincre cette fille quand une idée lui vient. Dans un mois, lors d'une des séances d'entraînement nocturne, Ent va vaincre Kalbindar, le deuxième plus fort. Et à partir de ce moment, personne ne peut vraiment se comparer à Ent. Mais le perdant dans ce cas ne perd pas seulement le combat. Non, c'est pire. C'est comme si leur honneur et leur statut auprès de leur famille étaient ruinés aussi. L'euro a réalisé qu'il avait complètement mal jugé Ent. Il pensait que le gamin serait pathétique, mais il avait complètement tort. Cette frustration brûlante finit par pousser Kalbindé à bout, et à la fin, il est possédé par un démon. Et c'est à ce moment-là que les créatures commencent à apparaître. Si notre garçon peut utiliser ce moment pour la persuader, cela pourrait être la chance parfaite. Scène suivante. On passe au petit ami fantôme d'un qui dit de ne pas faire confiance à ces deux familles qui se rapprochent. Les seuls qui auraient pu le soutenir dans le passé étaient toujours les Bircheb. Il s'avère que notre garçon est déjà au courant de la petite conversation du fantôme. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a déjà presque toutes les informations dont il a besoin pour mener à bien son plan, mais il manque encore quelques pièces. Il sait que ces pièces finiront par apparaître. Mais cette fois, ça prend une éternité, et il semble qu'ils doivent d'abord remplir une condition, quoi que cela signifie. La scène passe ensuite à un dans sa chambre, regardant tout ce qui s'est passé, comment notre garçon a obtenu la première place avec la fille Birchab. Le fantôme dit que c'est grâce à elle, venant d'une famille convenable. Il n'y a aucune chance que ce type de Fellenberg ait été d'une quelconque aide. Ce salaud ne se soucie que de l'argent. Mais un explique qu'aujourd'hui, les Fellenberg ont beaucoup plus d'influence que les Bircheb. Le fantôme se blâme, disant que c'est de sa faute s'il a soutenu ces salauds il y a 1000 ans. Soudain, il a une idée et dit à Ing de demander de l'argent au garçon Fellenberg. Le blond est confus, mais le fantôme insiste sur le fait que c'est l'occasion idéale, d'autant plus que Fernand semble vraiment l'apprécier. Le fantôme a convaincu le gars qu'il veut construire une sorte de relation avec les Armians, et les Fellenberg utilisent toujours l'argent comme appât pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors Malinx se demande, Fernand ne s'est-il rapproché de lui à cause d'autre chose? Sa famille est déjà ruinée. Alors, que pourrait-il offrir? Le fantôme lui dit d'arrêter de se rabaisser comme ça. Il dit que la raison n'a pas d'importance. Il est juste sûr qu'un Fellenberg agirait comme ça. Apparemment, il se comporte toujours exactement comme il le faisait il y a 1000 ans. Mais le pauvre indique qu'il n'y a aucun moyen que notre garçon fasse quelque chose comme ça. Il a l'air d'être une personne vraiment gentille. La première fois qu'ils se sont rencontrés, il a immédiatement donné à un titre ridiculement élevé juste pour l'aider. Impossible qu'il voie ce type comme froid et calculateur. Il dit que ce serait déshonorant de demander de l'argent, mais le fantôme commence à le gronder et à lui rappeler que même le premier empereur, qui était incroyablement puissant, contrairement à lui, avait besoin d'aide. Alors il ferait mieux d'apprendre à mendier et à obtenir de l'argent des Fellenberg. Passage à la scène suivante. Un est anéanti. Il n'a pas pu rencontrer Fernand. Un dit que Fernand doit avoir trop de choses à faire. Le gars doit s'occuper de la guilde, des marchands et suivre ses études. Un leur a juste demandé de préciser une chose. Il n'est pas n'importe qui. C'est un. Mais Fernand a répondu qu'il était trop occupé et lui a dit de revenir plus tard. Alors, un se retourne. Que peut-il faire? Il a fait tout ce chemin pour demander de l'argent, et maintenant il repart les mains vides, se sentant complètement humilié. Mais Fernand regarde par la fenêtre. Il trouve ça étrange. Il n'a même pas jeté assez d'appât pour qu'un se présente déjà comme ça. Il entre et dit qu'il a déjà renvoyé le gamin, puis demande pourquoi Fernand le repousse alors qu'il y a quelques jours à peine, il parlait de se rapprocher de lui. Fernand dit que c'est parce que c'est bizarre qu'il soit venu si soudainement. Tous ceux qui recherchent les Fellenberg ont généralement une raison évidente. Il sait pourquoi INC est venu, et c'est précisément pour cela qu'il est encore plus méfiant. Ce n'est pas normal pour quelqu'un comme lui d'aller aussi loin juste pour demander de l'argent. C'est pourquoi il l'a renvoyé. Il a l'impression qu'INC est venu et a demandé de l'aide, même s'il ne le voulait pas. Et pour l'instant, il vaut mieux ne rien offrir tant qu'il ne fait pas vraiment confiance au garçon. Il pense qu'il exagère, gaspillant trop de matière grise sur le descendant d'une famille déchue. Mais Fernand dit simplement que le gamin a du talent, et il est sûr qu'ils en vaudront la peine. Il est d'accord, mais dit que c'est bizarre que Fernand l'ait renvoyé, si c'est vraiment ce qu'il ressent. Fernand lui dit d'arrêter de se plaindre et d'aller simplement à l'entrepôt familial pour prendre des élixirs. On dirait que c'est ce qu'il prévoit de donner à un. Il dit que c'est risqué. S'ils remettent l'un de ces élixirs ultra rares et qu'ils ne fonctionnent pas, ils finiront par perdre. Fernand, cependant, dit que si le plus cher n'a pas fonctionné, j'en ferai juste un encore plus cher.
Dans cette vie, si vous n'avez pas encore réussi, cela signifie simplement que vous n'avez pas dépensé assez d'argent. De retour dans la chambre d'un, le petit fantôme est un peu stupéfait par l'audace. Je veux dire, ils n'ont même pas envoyé le garçon lui-même, juste un serviteur. Au moins, ils ont envoyé une lettre d'excuse. Il dit qu'il veut jeter un coup d'œil car les Fellenberg sont généralement assez polis. Notre garçon se réfère toujours à lui-même comme quelqu'un dans la lettre, ce qui signifie essentiellement quelqu'un de plus expérimenté, et cela énerve vraiment le fantôme. Mais ce qui attire vraiment l'attention d'Ent, c'est le cadeau. Il le vérifie tout de suite. C'est un élixir infusé de l'esprit de l'oiseau sacré, et il est parfait pour l'armian et le style d'épée. Aussitôt, indique que Fernand est vraiment quelque chose. Même s'il ne lui a pas donné d'argent, il a quand même offert quelque chose d'incroyablement précieux. Alors qu'un devient émotif, il dit qu'il a toujours su que Fernand était gentil. Maintenant, il est plus déterminé que jamais à continuer à travailler dur et à être à la hauteur des attentes de Fernand. Chapitre suivant. Fernand demande comment ça s'est passé, et il dit qu'un a facilement vaincu Varan Calbindur. Même si Varan avait une technique d'épée légèrement plus avancée, l'aura d'Un était tout simplement écrasante. Fernand demande si c'est grâce à l'élixir qu'il a envoyé, et il dit que cela a probablement un peu aidé. Mais à en juger par le sourire de Fernand, il dit qu'il semble qu'un aurait gagné avec ou sans lui. Fernand répond simplement, c'est quelque chose que nous ne saurons jamais. Ce qui compte vraiment, c'est que, comme le disait la prophétie, Varan a été vaincu, et maintenant il va être possédé par un démon. Il dit à Aïe de surveiller de près Varan Calbindar et de découvrir ce qu'il mijote. Il doit savoir quand et comment ce type va entrer en contact avec le démon. Il dit aussi de surveiller surtout où il va, avec qui il interagit et de quoi il parle. Aïe ne semble pas trop intéressé, mais Fernand insiste. Il a besoin de savoir tout ce que fait Varan. Les jours passent, et bientôt Fernand reçoit des mises à jour sur tout, du moment où Varan va aux toilettes, au moment où il s'entraîne à tous les cours qu'il suit et à qui il parle. 2 semaines se sont écoulées depuis le début de toute cette opération de surveillance, et toujours rien. Fernand est sûr que quelque chose ne va pas. Selon la chronologie de la prophétie, les démons auraient dû commencer à apparaître et la destruction aurait dû commencer. On dirait que soit il se relâche dans son travail, soit peut-être que les détails de la prophétie sur la possession étaient erronés. La prophétie affirmait qu'après avoir été vaincu par un, Varan se mettrait en colère et l'affronterait à nouveau lors des examens de mi-année. Mais l'issue serait déjà décidée. Un, enseigné par l'esprit de Gardner, le dominerait complètement. Et bien sûr, il l'a battu, laissant le gars KO au sol. Mais ce que il ne réalisait pas, c'est qu'une étrange énergie démoniaque avait commencé à s'infiltrer dans le corps de Varan. Soudain, Fernand se réveille. C'est le matin. Apparemment, il a dormi toute la nuit et a rêvé de toute la prophétie. Cette fois, ce n'était pas comme avant lorsque les visions lui venaient directement. C'était plutôt un rêve. Il semble qu'il sache enfin exactement quand Varan sera possédé pendant les examens de mi-année après avoir été vaincu par un. Et voilà le hic, cet examen? Ouais. C'est aujourd'hui. La fichue prophétie l'a pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit maintenant. Il entre et lui dit qu'il se réveille enfin tôt, et qu'il est l'heure du petit déjeuner. Mais il voit ensuite Fernand ranger des objets dans son portail, y compris un bouclier Zelda, et lui demande ce qui se passe. Fernand dit juste qu'il va regarder le combat de première année et qu'il aura peut-être besoin de renfort, donc il ferait mieux de venir. Mais pas question. Il refuse. Il s'avère qu'il a été convoqué sur le territoire du duc, et Fernand l'accepte, disant que ça va. Il prendra quelqu'un d'autre. Il trouve ça étrange, cependant. Il sait que Fernand n'a pas d'amis dans cette académie. Fernand insiste, affirmant qu'il est calomnié. Il a des amis. Très bien. Écoute, des amis qu'il a achetés avec de l'argent. Louina, maintenant confuse, veut savoir de quoi il s'agit. Il lui dit qu'il a besoin d'une escorte pour aller chercher de l'élixir. Elle n'est pas vraiment ravie, disant que c'est l'heure de l'examen, mais elle mentionne ensuite qu'elle pourrait avoir besoin d'un peu d'aide puisqu'elle est parrainée. Au moment où Fernand propose de réduire sa dette, elle dit immédiatement qu'elle est partante. Quand elle demande où ils vont, il dit que c'est dans les montagnes du Nord. Elle souligne que les élèves de première année passent leurs examens de mi-année en ce moment, donc y aller est à la limite de la folie. Elle l'avertit que s'ils interfèrent avec l'examen, ils pourraient tous les deux être expulsés. Mais alors ça la frappe. S'il est autorisé dans la zone, il a dû soudoyer quelqu'un pour les laisser entrer. Il sourit simplement, disant que les professeurs sont étonnamment flexibles. Mais soudain, elle dit qu'elle retourne au dortoir. Il lui dit de se dépêcher et de revenir. Ils ne vont pas se faire prendre. Quel genre de chevalier revient sur sa parole? Dit-il. Elle lui dit que ce n'est pas ça. Elle a juste oublié sa petite épée. Il lui dit de se dépêcher, dit qu'elle viendra en sautillant et en chantant tout le long du chemin. Évidemment, il devait être à cet endroit, compté parmi ceux qui sont présents pour témoigner de tout ce qui se passe, et ils sont là. Vernon lui rappelle qu'il a payé le professeur pour les laisser entrer, mais ils ne peuvent toujours pas se permettre de se faire prendre. Elle le gronde immédiatement, disant qu'il savait que c'était louche et mal, et que faire tout cela n'a fait qu'empirer les choses. Il lui dit qu'elle est une bonne enfant et dit qu'il va vérifier où ils doivent aller. Il se souvient vaguement de l'emplacement sur la carte. C'est là que le combat d'Ahan a lieu. Et enfin,
il doit affronter Varan, qui se transforme en démon, avec la bonne personne à ses côtés. Il l'appelle pour qu'elle vienne avec lui. Elle se concentre toujours sur la façon dont il a même obtenu une carte complète de toute la zone de test. Clairement, le salaud a beaucoup payé ce professeur. Il lui dit d'arrêter de se plaindre et de se dépêcher. Mais alors, quelque chose ne va pas. Luna demande si ce n'était pas le monstre Saluno tout à l'heure. Fernand ressent instantanément quelque chose d'étrange aussi. Elle dit qu'ils doivent aider les élèves de première année. Le salaud lui dit d'attendre, mais elle part en courant devant. Elle crie que quelqu'un est inconscient, mais il semble qu'il avait un sort défensif en place, alors ils ont réussi à survivre. Le problème, c'est que ce qui a fait ça est bizarre. Les créatures de cette région ne sont généralement pas aussi agressives. Fernand n'arrive pas à y croire. Ça a déjà commencé. Et encore une fois, ce rugissement étrange résonne à travers les arbres. Louina demande, qu'est-ce qui se passe devant eux? Pourquoi toute la forêt explose-t-elle? Puis elle demande, où sont-ils même? Quand elle jette un coup d'œil sur le côté, quelque chose approche, et voici un ORC, une masse à la main. Mais Louina n'hésite pas. Elle tranche net son bras, en voyant le morceau voler au sol. Mais la créature continue d'avancer, et elle est confuse. Elle vient de lui couper le bras. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Puis des morceaux de roche commencent à voler. Ne vous inquiétez pas. Le roi de l'argent lui-même jette des rochers sur son dos. La bête continue de charger de toute façon. Plus de pierres s'écrasent sur sa poitrine dans un barrage. Louina parvient à passer en trombe, descendant d'un arbre et esquivant une autre attaque en plein vol. Elle atterrit à côté de Fernand, confuse, demandant ce qui se passe. Il explique que c'est une créature qui est devenue folle. Dans cet état, elle ne ressentira aucune douleur. Ce genre de monstre est d'un niveau complètement différent des monstres habituels, et il est obsédé par le meurtre de tout ce qu'il voit de vivant. Elle veut savoir pourquoi. Et, bien sûr, Ferdinand a déjà une idée. C'est à cause des prophéties et de tout ce qui arrive. Pendant que les professeurs sont occupés à s'occuper de ces monstres, Varan va attaquer un. Évidemment, un devrait lutter contre quelqu'un d'aussi fort. Mais comme dans toute histoire, le protagoniste éveille un nouveau pouvoir et finit par gagner avec facilité. Lugana dit à Fernand d'arrêter de rire et de lui répondre, « Qu'est-ce que c'est que ce monstre ?» Il lève simplement son bâton et lui dit de se calmer. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il va s'occuper de ce salaud en premier. On voit la carte commencer à se briser. La prophétie est-elle en train de s'effondrer? Est-il en train de changer l'avenir? Qui sait? Quelqu'un s'écrase au sol, complètement battu, appelant à Armion. C'est le pauvre rouquin qui a déjà été vaincu. Il dit à un de ne pas tourner le dos, que ce n'est pas encore fini. Mais un lui dit juste de l'accepter. C'est fini. Il a été vaincu à nouveau. Aussi évidente que soient ces mots, il laisse le garçon stupéfait. Il se souvient du blond, peut-être son père ou cet ami, disant qu'il attendait trop de lui. Il n'a déjà pas répondu aux attentes du prince et va de nouveau être humilié par son père. À ce rythme, il va perdre sa place dans la famille. Il doit gagner ce combat d'une manière ou d'une autre. Cette fois, il doit vaincre un Armion. Soudain, un éclair fonce sur lui. Il charge, criant que ce n'est pas encore fini. Mais un se retourne avec un sourire tandis que l'autre explose de rage. Mais il suffit de quelques coups bien placés pour qu'il s'effondre comme un déchet au sol. Un rit, disant que c'est drôle de voir à quel point cet homme essaie même s'il est si faible. Il n'est qu'une onde qui attaque par derrière comme ça, sans honneur du tout. Un se retourne et s'éloigne tandis que son esprit compagnon continue de s'en prendre à lui, le traitant de ver qui déshonore l'honneur des chevaliers. De retour avec notre duo dynamique, il semble qu'ils viennent de vaincre le monstre, et Louina dit à Fernand d'abandonner cette histoire d'élixir. Cette forêt est bien trop dangereuse. Mais Fernand répond, allons, Louina. Tu viens de vaincre une de ces créatures. Ça prouve que je peux continuer. Elle lui demande s'il a perdu la tête, mais il lui renvoie la question. Il lui dit que cet élixir vaut trop cher. Et d'ailleurs, même si ces créatures sont implacables, elles finissent par mourir. C'est alors qu'elle l'interroge. Savait-il que quelque chose comme ça allait arriver? Est-ce pour ça qu'il l'a traîné comme escorte? Il répond que non. Évidemment que non. Ce n'est pas comme s'il avait des visions du futur. N'est-ce pas? Elle n'est toujours pas convaincue, dit que tout cela lui semble étrange, mais il dit juste qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. L'élixir est trop important, et il s'enfuit en courant pendant qu'elle crie qu'il est illuminétique. Plus tard, il tombe sur quelqu'un qui s'est effondré au sol. Loya a l'air confuse, se demandant ce que cela a à voir avec l'élixir. Mais Fernand voit les cheveux roux et sait déjà. C'est ce loser qui s'est fait tabasser. Luana lui dit de rester là. Shogo vérifie qui c'est. En s'approchant, elle voit Varan Calbindé ou Calbindé Varan, quel que soit le nom qu'il utilise cette fois-ci. Elle dit qu'il a l'air d'avoir été vaincu au combat, mais qu'il va bien. Alors, qui lui a fait ça? Fernand dit qu'ils doivent partir maintenant, mais elle refuse, disant qu'ils ne peuvent pas laisser quelqu'un allonger là comme ça. Pendant qu'elle parle, l'homme commence à se relever derrière elle. Soudain, elle sent quelque chose d'étrange dans l'air et recule, demandant quelle est cette aura bizarre. Elle n'a jamais rien ressenti de tel. Il ne semble pas être le même Calbindar qu'elle connaissait. Fernand lui dit, c'est de l'énergie démoniaque. À ce moment-là, ce bâtard avait été possédé.
Ce que Fernand trouve étrange, c'est que ce type éveille son pouvoir démoniaque juste après avoir été battu par un. Mais maintenant, il semble que sa cible ait changé. Quelque chose ne va pas. Le démon commence même à prendre complètement le contrôle du corps de Calbindar. Et bien que Louina semble confuse, Fernand sait que rien qu'en regardant dans les yeux de cet homme, il est trop tard. Il n'y a rien à faire. Elle, en revanche, veut toujours le maîtriser d'une manière ou d'une autre. Fernand, cependant, tape juste sur l'épaule de Lewin et lui dit de se retourner pendant 10 minutes. Quand elle se retourne en demandant quoi, il a déjà disparu. Et à ce moment précis, Calbindar charge sur elle, l'épée prête à frapper. Elle lui crie de se calmer, lui disant que c'est elle. C'est Bershaw. Mais non. C'est un affrontement total, sans retenue, de puissance sombre. Sa petite épée contre son énorme lame, et elle réalise immédiatement qu'il est fort. À ce rythme, il n'y a aucune chance qu'elle gagne. Alors, boum, elle active son aura. Il se fait assommer sur le dos comme un idiot. Mais au même instant, il se rétablit déjà et revient vers elle. Elle crie son but de sortir de là pour qu'il reprenne ses esprits. Mais il reprend son épée, la frappe, et elle est obligée de reculer une fois de plus. L'homme est complètement trempé dans cette aura maudite. Pendant qu'elle est là, rayonnante avec sa petite épée brillante, il charge comme un chien enragé. Impact. Épée contre épée à nouveau, et toute la forêt tremble avec l'explosion. Elle parvient à atterrir sur ses pieds, mais réalise rapidement que quelque chose ne va pas. Son énergie est aspirée par ce pouvoir démoniaque. Comment diable est-elle censée battre quelqu'un comme ça? À ce rythme, elle sera épuisée avant lui. C'est alors que Fernand apparaît soudainement, l'appelant par son nom. Kelvin revient, mais Louina lui marche juste sur la tête et fonce vers Fernand. Elle exige de savoir où il est allé, comment il a disparu comme ça. Il répond qu'il n'est pas facile de traiter avec les démons. Ils ont besoin d'un meilleur plan. Elle est furieuse, trouvant honteux qu'il l'ait laissé derrière comme ça. Il explique qu'il ne s'est pas enfui. Il préparait un piège pour achever le démon. Ils avaient juste besoin d'attendre une seconde de plus, et boum. Une formation de pierre jaillit du sol, lançant Calbindar directement en cercle. D'en haut, un barrage de flèches enflammées s'abat, le ramenant violemment à terre. Mec, était-ce un combo de Street Fighter? Même Louina lui crie de ne pas en faire trop. Il a presque tué l'homme. Fernand lui dit de se détendre. Avec une énergie démoniaque comme celle-là, il n'allait pas mourir aussi facilement. En fait, elle devrait regarder de plus près. Tout cela n'a fait que le rendre encore plus en colère. Luna essaie de dire quelque chose qu'elle a remarqué pendant le combat, mais il l'ignore complètement. Au lieu de cela, il dit qu'il devra utiliser ça. Il sort un cristal géant. Oui, définitivement plus de ce pouvoir alimenté par l'argent. Plus de flammes commencent à se rassembler autour du rouquin. Maintenant, il a l'air sérieusement corrompu. Les flammes l'engloutissent, et finalement, il s'effondre, carbonisé et vaincu. Fernand pousse un soupir de soulagement en disant que l'opération est un succès. Luya, cependant, souligne que l'objet qu'il a utilisé était ridiculement cher. Alors, n'était-ce pas un énorme gaspillage? Il est d'accord, mais dit que les objets comme ça sont faits pour être utilisés. Elle pense que c'était exagéré, mais il est convaincu. Vous ne pouvez pas vaincre un adversaire possédé par un démon aussi facilement. De plus, il sait que ce type maudit, Varan Calbindar, était censé être l'un des acteurs clés de la destruction du monde. C'est là que ça le frappe. Dans l'histoire, Entarmion était censé avoir un combat difficile contre ce type et éveiller son vrai pouvoir grâce à lui. Et c'est là que la réalisation arrive. Bien sûr, N deviendra plus fort que Luna à l'avenir. Mais en ce moment, alors qu'il débute à l'académie, Luna est toujours bien plus forte que lui, ce qui signifie que Fernand n'avait pas du tout à utiliser cet objet coûteux. Elle aurait probablement pu s'en occuper elle-même, tout comme Ent l'aurait fait éventuellement. Elle lui donne une claque en lui disant de se réveiller. Tout ce à quoi il peut penser, c'est combien d'argent il a dépensé pour cette idiotie. Elle lui dit qu'il a perdu sa concentration et qu'il doit se ressaisir. Mais juste à ce moment-là, Calbindar recommence à se relever. Soudain, il se jette pour une autre attaque, mais il est tout tordu et chancelant, comme un singe dérangé. Et Fernand? Il le frappe juste au visage avec un coup de poing, en criant « Combien ai-je dû dépenser pour abattre ce bâtard ?» Calbindar tombe, inconscient, battu de la manière la plus désordonnée possible. Chapitre suivant. Calbindé se réveille en demandant si c'était vraiment lui. Il ne peut pas le croire. Quelque chose comme ça ne pouvait tout simplement pas être réel. Furnas dit catégoriquement que l'enregistrement de la sphère montre clairement que c'était vous qui étiez possédé par un démon. On ne peut pas truquer quelque chose comme ça. Calbindé continue d'insister sur le fait qu'il ne se souvient pas du tout d'avoir combattu Entarmine, ni de quoi que ce soit à propos de ce combat. Fernand répond simplement que c'est parce qu'au moment où il a combattu Ent, il commençait déjà à être possédé. Calbindé réplique en disant qu'il n'a jamais parlé à un démon, qu'il n'en a jamais rencontré. Alors, comment aurait-il pu être possédé? Ferdinand dit qu'il n'est pas vraiment d'humeur à expliquer et lui dit simplement de regarder l'enregistrement. Il a été touché directement à la tête par l'attaque. Des dizaines de flèches magiques ont percé votre corps et une colonne de flammes a jailli de vos pieds. Le fait que vous soyez toujours debout ici prouve que vous étiez protégé par l'énergie démoniaque. Sans oublier, ajoute-t-il,
Je déteste l'admettre, mais j'ai dû brûler beaucoup d'objets coûteux juste pour vous gérer. Kalbindé riposte. Si vous êtes juste ici pour vous plaindre du prix des articles que vous avez dû utiliser, alors dites-le. Je vais les payer. Mais Fernand passe en mode dramatique complet, disant que le traumatisme émotionnel de ce combat était immense. Il soutient que pendant la bataille, il a constamment vu sa vie défiler devant ses yeux. Kalbindé intervient, lui disant de cracher le morceau, et Fernand sort un contrat. Ouais. Ce genre de contrat. Le genre qui ressemble à quelque chose qu'une certaine personne d'autre essaierait. Il dit à Kalbindé que tout cela peut être oublié s'il signe le contrat. C'est comme cet accord où quelqu'un finit par travailler jusqu'à ce qu'il s'effondre. Kalbindé se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce de l'esclavage ou quelque chose comme ça? Les conditions ne sont pas excessives, c'est le moins qu'on puisse dire. Fernand lui dit d'apprécier la gentillesse de son aîné. Il essaie de régler ça sans créer de gros problèmes. Mais si Kalbindar refuse, eh bien, Fernand devra malheureusement transmettre la vidéo aux inquisiteurs. Ce groupe sert directement sous les ordres de l'empereur, et leur objectif a toujours été l'éradication de tous les démons. À l'époque où les démons étaient la plus grande menace du monde, les inquisiteurs détenaient un pouvoir absolu. De nos jours, avec des démons presque éteints, ils ressemblent plus à une organisation cérémonielle. Mais malgré tout, ils détiennent toujours une autorité importante, et Fernand sait exactement quel genre de personnes ils sont. Ils ont peut-être perdu du pouvoir, mais ils amassent toujours d'innombrables objets rares, et ils attendent juste une excuse pour revenir à la pertinence. Alors, dès qu'un démon se présentera, ils se précipiteront ici pour tuer. Kalbindar dit qu'il comprend, mais vous n'avez vraiment rien eu à faire avec ces démons. Fernand dit qu'il sait. Mais ne serait-ce pas dommage qu'il se fasse expulser de l'académie de cet enregistrement? Imaginez les rumeurs sur la maison de Marcus Kalbindé une fois que les gens commenceront à dire que son fils a fait un pacte avec un démon. Évidemment, cela scelle l'accord. Le contrat est signé. Fernand déclare qu'à partir de maintenant, Kalbindé est sous sa responsabilité. Quelque temps plus tard, quelqu'un demande si c'est vraiment acceptable de régler les choses de cette façon. C'est Louina. Elle pense qu'il devrait informer les professeurs. Cela devient trop risqué, mais Fernand dit que ce n'est pas encore le bon moment. Il est convaincu, d'après la réaction de Kalbinder, qu'il n'a jamais eu l'intention d'être manipulé, transformé ou possédé par un démon. Ce sur quoi ils doivent se concentrer maintenant, c'est que quelqu'un au sein de l'académie a le pouvoir de faire cela. Et si cet incident est rendu public, celui qui est derrière cela se cachera tout simplement, ce qui rendra encore plus difficile d'attraper le véritable coupable. Louina réalise immédiatement ce qu'il projette. Il va enquêter lui-même sur cette affaire. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi les cibles seraient des étudiants. Fernand dit que c'est peut-être parce que l'académie est remplie de gens qui vont secouer l'avenir. Détruire cet endroit reviendrait à détruire l'avenir du monde lui-même, et elle comprend. Si c'est le cas, alors s'il a besoin d'aide pour exterminer les démons, il n'a qu'à faire appel à elle. Fernand s'illumine. Enfin, il peut lui demander de l'aide sans avoir à offrir de remise de dette. Assez tôt, elle réalisera que c'était la promesse la plus stupide qu'elle aurait pu faire. Avec tout ce chaos, les examens de milieu d'année ont été officiellement annulés, mais les étudiants devaient toujours être évalués d'une manière ou d'une autre. Ainsi, tous les tests pratiques ont été remplacés par des examens écrits. Dans cette académie, les examens pratiques sont généralement les plus valorisés. Mais, bien sûr, il y a toujours ces nerfs qui passent toute la journée enfouis dans les livres. N'est-ce pas? Maintenant, les soi-disant maîtres d'épée devaient se retrousser les manches et étudier. Le gamin blond était plongé dans ses livres quand Alma a pris la parole, disant qu'elle essayait de comprendre ce qui s'était passé. C'est bizarre. Quand ce garçon l'a attaqué, elle est sûre qu'il dégageait une énergie démoniaque ou quelque chose d'approchant. Mais quel que soit ce démon, au final, il n'est jamais apparu complètement. Tante dit peut-être qu'elle exagère. Peut-être que ce n'était pas un démon du tout. Mais Alma insiste sur le fait que c'est impossible. Elle connaît cette énergie, et elle lui dit de commencer à se préparer parce que ce démon va certainement réapparaître. Pire encore, elle dit qu'il peut être sûr qu'il sera l'une des cibles. Elle demande, pourquoi moi? Amir répond comme si c'était évident. Il est celui qui porte l'esprit de la personne qui a anéanti tous les démons dans le passé. Leur premier geste en essayant de conquérir le monde serait d'anéantir l'armée et la lignée. C'est pourquoi, à partir de maintenant, il ne doit pas baisser sa garde, pas même une seconde. Pendant ce temps, dans la salle des revrets, Fernand se tient la tête de douleur, et honnêtement, personne ne sait pourquoi. Il lui demande ce qui ne va pas. Ah, on y est. Encore des messages du futur. Apparemment, le prochain test impliquera des compétences de survie. Les étudiants vont être déposés dans sa forêt du sud pendant une semaine entière. Fernand semble savoir exactement de quelle forêt il parle, et il pense que c'est parfait parce qu'elle contient une certaine herbe spirituelle. Attendez. Retournement de situation. Il s'avère que cette soi-disant herbe spirituelle est en fait un piège. Elle vous dépouille de toutes vos protections. Coupez sur un entrant dans une grotte. Quelque chose, peut-être une voix, demande si c'est l'endroit et avertit que s'il n'a pas vraiment l'intention de le trouver, il ne le fera jamais. Très bien. Il continue, et finalement, il le trouve. Bam. Il se retrouve face à un dragon. Quand la bête spirituelle s'effondre,
elle révèle une mine de mithril. Tout ce que Mattel a, ne doit rien laisser derrière lui. Mais soyons réalistes. Fernand va probablement finir par tout rafler. Le mithril est un métal béni par le mana, et c'est le seul matériau qui permet aux âmes de vivre à l'intérieur. C'est pourquoi l'âme de l'empereur est à l'intérieur de l'épée d'un. Fernand a vu tout ça, et maintenant, il a mal à la tête. Il essaie de comprendre l'idée d'un métal qui peut stocker des âmes. Et au moment où il le comprend, il le veut. Mauvais. Apparemment, Luna a aussi été convoquée. Elle grogne la dernière fois que c'était une potion. Maintenant, c'est une herbe. Il essaie de minimiser, en disant que la dernière fois, il plaisantait. Mais cette fois, c'est sérieux. Il jure que c'est quelque chose de précieux. Elle ne devrait pas s'inquiéter de ses cours. Il a déjà préparé une tonne d'excuses pour les professeurs, pour qu'elles puissent venir avec lui. Il propose même de réduire la dette de sa famille. Pourtant, elle refuse. Mais ce qu'elle ne peut pas faire, c'est manquer les cours, surtout pas une semaine entière pour quelque chose d'idiot comme une herbe spirituelle. Il soupire et dit, très bien. Si elle ne vient pas, il invitera quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre. Une voix dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu frère Fernand et lui souhaite une journée remplie de mana. Aïe. Qui est cet étrange type? Louina demande qui il est. Il se présente comme Jesfine. Il entre, tout rayonnant et pur, et lui souhaite aussi une bénédiction de mana. Clairement, cependant, il est là pour parler à Fernand. Il veut savoir comment se passe la vie à l'académie pour lui. Louina demande immédiatement s'ils sont proches. Fernand sourit, disant qu'elle a l'air surprise, et Jess ajoute que c'est logique, étant donné la nature de leur relation. Luna dit que ça ne semble tout simplement pas correct. Après tout, ce type Jess est le saint de l'église du dragon. Comment se fait-il qu'un homme saint d'un ordre religieux et le type le plus avare de l'école soit ami comme ça? Jess lui dit qu'elle pourrait ne pas comprendre puisqu'elle n'est pas mage. L'église du dieu dragon vénérait à l'origine les dragons qui ont donné la magie à l'humanité. Mais avec le temps, leur vénération a changé. Maintenant, ils vénèrent l'homme lui-même. À cause de cela, l'église n'a cessé de se renforcer, et de nos jours, c'est essentiellement une organisation dirigée par des mages. C'est pourquoi quiconque veut devenir un archimage doit être reconnu par son église. Louina lui dit de couper le bavardage. Elle sait déjà tout ça. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi lui et Fernand sont si proches. Ah, et maintenant, tout commence à avoir du sens. Jess explique qu'une organisation dépendante des mages a définitivement besoin de beaucoup d'argent, et Fernand Filberg se trouve être celui qui les soutient le plus. D'innombrables artefacts d'église ont été créés grâce aux investissements de ce type. C'est pourquoi l'église et Fernand sont profondément liés. Pendant qu'ils bavardent tous les deux, Luna commence à réaliser une fois de plus que ce salaud a tout résolu avec de l'argent. Et maintenant, elle se demande comment diable Jess est même considéré comme un saint. Jess lui demande gentiment de se calmer avec les mots durs. Ce n'est pas comme s'il pouvait refuser l'aide de Fellenberg. N'est-ce pas? Quand il voit qu'elle s'énerve encore plus, il dit qu'il plaisantait. Mais elle s'éloigne déjà, disant qu'elle comprend maintenant pleinement la relation entre les deux. Il lui demande d'attendre. Ils viennent de se rencontrer, mais elle dit qu'elle ne s'impliquera dans rien de tout cela. Jaïs lui fait signe au revoir, disant qu'ils reparleront très bientôt. Il la bénit avec du mana et ferme la porte. Tous les cinglés de la pièce tournent leur attention vers Fernand, voulant savoir pourquoi ils ont été convoqués. Notre garçon va droit au but. Il a besoin d'aide pour collecter des herbes. J'ai dit que les herbes spirituelles sont intéressantes, bien sûr, mais Fernand ferait mieux de ne pas avoir d'idée. Il garde tout pour lui. Ce que Jaïs veut vraiment savoir, c'est pourquoi Fernand fait tout cela le jour de l'entraînement. Avec les capacités que Fernand a, il pourrait facilement partir maintenant et tout collecter lui-même. Fernand répond que si c'était si simple, il l'aurait déjà fait. Malheureusement, il ne connaît pas l'emplacement exact. En théorie, la prophétie donne suffisamment d'indices. Nous parlons d'un lac immense dans une forêt énorme. Et pas seulement ça, il y a 7 lacs dans la forêt du sud. Fernand a infusé du mana dans les lits des lacs en essayant de localiser la réaction de la base de mana liée aux herbes, mais sans succès jusqu'à présent. C'est le genre de grotte cachée que vous ne pouvez pas détecter de l'extérieur. Il faut littéralement tomber dessus. Jess note que le prochain test de survie aura lieu juste dans cette zone. Et naviguer dans un endroit comme ça sans être détecté, pas facile. Vernon dit de ne pas s'inquiéter. Il s'est inscrit cette année comme assistant pour l'examen. Jess est perplexe. Comment un étudiant de 2e année peut-il agir comme personnel de soutien pour les premières années? Le nain est plus âgé, mais il n'est pas si qualifié. Comment a-t-il convaincu l'académie de le laisser entrer? Ne lui dites pas que c'est l'instructrice gothique, celle qui rejette toujours tous les plans. Attends, il ne l'a même pas dit, n'est-ce pas? Bien sûr. Il l'a corrompu. Sale enfoiré. J'ai dit qu'il sait déjà comment le marchand s'y prend. Et, si Fernand s'implique autant, payez-le juste le bon montant et Jess se joindra aussi. Contrat en main. Et boum, c'est le jour du test. Alma dit à Ent qu'ils doivent revoir le plan une dernière fois. Ils sont ici pour trouver l'herbe spirituelle cachée dans l'une des grottes. Oui. Alma sait tout. Elle dit à Ent de faire comme si tout était une coïncidence. Juste se promener, et elle le guidera à partir de là. Mais Ent a déjà remarqué que Fernand traîne aussi dans les environs.
Alma l'avertit d'être prudent. Ce bâtard cherche probablement à le voler de toutes les pièces qu'il a. Mais Ent se tient là comme un chiot curieux. Pourquoi tout le monde s'intéresse-t-il autant à Fernand? D'accord. Parce qu'il est riche. Mince. Et regardez-le. Il appelle déjà Fernand tout excité. Juste à ce moment-là, le professeur demande à tout le monde de se mettre en position. Ent est un peu déçu de ne pas avoir eu l'occasion de lui parler. Ensuite, la caméra descend vers le sol où l'on voit un épouvantail vêtu des vêtements de Fernand. Notre garçon se mord le doigt et s'effondre sur l'épouvantail. Et boum, un Fernand 2.0 en sort. Apparemment, c'est tout ce que Jace fait. Il dit nonchalamment à Fernand de ne pas s'inquiéter. Il a utilisé ce pouvoir à de nombreuses reprises auparavant. Il a même trompé le pape avec une fois. Fernand trouve cela très difficile à croire. Le pape est l'un des mages les plus puissants qui soit. Jace admet, bien sûr, que cela n'a fonctionné que pendant quelques heures, rien à long terme. Mais, pendant que le pape était trompé, ça a marché comme un charme. Vernon hausse les épaules et dit que c'est suffisant. Si la technique était assez forte pour tromper le mage légendaire, elle fera très bien l'affaire pour son plan. Pas étonnant que ce bâtard soit l'un des plus forts de l'église du dragon. Mais alors la voix du démon intervient, demandant ce qui se passe avec la magie de cette église, puisque la magie est à l'origine née des démons. Et c'est lorsque cette créature a osé prononcer un tel blasphème que la guerre entre l'église et les monstres a commencé. Ce que Fernand se demande maintenant, c'est si Jace dans le futur deviendra l'un des alliés d'Ente. Jace lui dit de revenir dans 5 heures au plus. C'est à ce moment-là que le sort se dissipera. Fernand le remercie et s'en va, et bam, nous revoilà près d'Ente. Notre garçon sait que le seul lac de cette région est le lac Fardin. Et maintenant, c'est au tour de quelqu'un d'autre. Oui. Devinez qui se met à nouveau devant lui? Calbindé. Pour de vrai? Ce type encore n'est pas abasourdi. Le roux qui ne se fait jamais battre est de retour. Il demande même, viens me dire que tu es encore là juste pour te faire tabasser. Tu réalises que tu n'as aucune chance. N'est-ce pas? Calbindé sait que c'est vrai, mais clairement, quelqu'un l'a fait venir ici. Quand il demande pourquoi, Fernand répond simplement qu'il ne comprend clairement pas la situation dans laquelle il se trouve. Tout tordu, Calbindé dit qu'il refuse toujours d'accepter la défaite. Il est ici pour un dernier combat. Ent est juste déconcerté. Ne pas s'être fait arrêter 2 fois n'était pas suffisant, tu t'es fait démolir d'un seul coup. Mais Calabindar lui crie de se calmer. Il se fiche de perdre des centaines ou même des dizaines de milliers de fois. Il continuera à défier Ent jusqu'à ce qu'il retrouve son honneur. Alma est impressionnée. Au moins, le gars a du cran. Il a le cœur de continuer. Elle pousse même Ent du coude en lui demandant s'il n'avait pas remarqué à quel point ce roux avait de fierté chevaleresque. Peut-être devrait-il accepter le défi. Ent soupire et dit d'accord. Dommage que le test d'aujourd'hui n'implique pas de duel. Calbindar dit que ça n'a pas d'importance. Il n'est pas ici pour l'examen scolaire. Il est ici pour se battre pour son honneur. Même l'esprit de l'épée crie à Ent de s'y tenir. Il ne peut pas fuir cela. Ce type cherche à restaurer sa dignité. Il mérite la chance de gagner. Alma et l'épée continuent de faire pression sur lui alors qu'Ente perd clairement patience. Fernand, qu'il pensait déjà être parti vers la grotte, se cache juste à proximité en regardant tout. Il marmonne pour lui-même, eh bien, ça achète le temps dont j'ai besoin. Exactement. Pendant ce temps, Fernand est parti s'occuper d'affaires plus importantes. Au lac, il voit que la barrière est déjà en place. Une barrière si forte que même si vous deviez creuser un trou ou ouvrir un cratère, personne n'entendrait ou ne verrait rien à l'intérieur. Il est enfin temps. Il est temps d'utiliser ce sort qu'il a envie d'essayer depuis un moment maintenant. Il doit trouver ce mithril avant qu'Ink n'apparaisse. C'est pourquoi il a préparé son invocation spéciale. Juste à ce moment-là, il l'a lancée. Lève-toi, mon serviteur. La base de cette magie est de rassembler toutes les techniques utiles, et la base d'un marchand, gagner des sommes d'argent absurdes. Comment cela se rapporte-t-il à l'invocation d'un golem? Qui sait? Mais boum, le voilà, qui se dresse fièrement. Et à partir de maintenant, son nom est James. Très bien, James. Mettons-nous au travail. Nous avons beaucoup de mithril à extraire. Pendant ce temps, retour avec Ent. Calbindar lui barre toujours la route, disant qu'il ne le laissera pas passer tant qu'il ne sera pas vaincu. Ent est épuisé. Le rouquin a déjà été malmené et s'accroche maintenant à la jambe d'Ente comme une princesse dans un drama. Ent le supplie, au nom de tout ce qui est sacré, d'arrêter d'agir comme un enfant. Mais Calbindé gémit qu'il n'a pas non plus envie de faire ça. Mais, malheureusement, il sait très bien ce qui se passe s'il n'obéit pas à Fernand. Quand Ent entend ça, il est confus et lui dit de répéter. Et Calbindar dit, avec un sourire totalement faux, qu'il aime vraiment faire ça. En fait, c'est exactement ce qu'il veut faire. Il adore interagir avec des gens qui écrasent sa fierté et détruisent son avenir. C'est pourquoi ce serait génial si Ent voulait bien continuer et le battre à nouveau. À ce moment-là, Ent craque et le frappe, lui demandant quel genre de gamin bizarre il est. Calbindar s'envole, atterrit à plat sur les fesses, puis se relève comme si de rien n'était en disant, « Ouais, je suis bizarre. » Mais Ent est déjà parti. Calbindar vérifie l'heure et se souvient. Fernand n'a demandé qu'1 heure. On dirait qu'il a réussi à retenir Ent pendant 1 heure et 10 minutes.
Bon sang. Quel type épuisant. Et même après tout ça, Alma continue de le harceler, disant qu'il n'aurait pas dû rejeter la volonté d'un chevalier comme ça. Ent répond simplement que les règles disaient clairement qu'il n'était pas autorisé à se battre pendant cet entraînement. De plus, c'est lui qui lui a dit de venir dans cette grotte en premier lieu. Il est curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alma lui dit de se détendre. Quoi qu'il y ait là-dedans, ce n'est pas quelque chose qui peut être volé. Très bientôt, il l'aura. Il y a quelque chose d'extrêmement rare à l'intérieur, quelque chose qui va changer sa vie. Tout ce qu'il a à faire, c'est jeter un coup d'œil là-bas, et quand il le fait, l'expression d'Anne change. Il y avait l'herbe spirituelle qu'il cherchait. Mais plus profondément dans la grotte, quelqu'un d'autre célébrait déjà. Oui, notre garçon Fernand, avec son fidèle golem, ramassant tout le mithril. Anne dit que c'est super qu'ils aient trouvé l'herbe, mais comment diable sont-ils censés miner tout ça avec un dragon qui traîne dans les parages? Alma dit qu'elle ne s'attendait pas non plus à ce qu'un dragon de mer se pointe maintenant. Mais, bon, ils sont déjà là, alors maintenant ils doivent s'en occuper. Anne demande si elle s'attend à ce qu'il aille l'attaquer. Alma lui dit que bien sûr, s'il veut finir comme son déjeuner, qu'il y aille. Il doit comprendre qu'une créature comme celle-là est bien au-dessus de son niveau actuel. Mais à ce moment précis, boum, une minuscule pierre frappe le dragon. Ses yeux se tournent lentement et se fixent sur eux, puis il se lève. Alma réalise instantanément que les choses viennent d'empirer, mais Ent est juste là, complètement certain. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.